Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour accueillir notre conférencier, Monsieur Christophe Lépicier, qui remplace le conférencier qui devait venir nous parler de la radicalisation, qui n'a pas pu se déplacer ce soir. Et donc on va remplacer avec un grand intérêt cette conférence par « La laïcité est-elle la religion de la République ?» Alors, Monsieur l'épicier nous donne un titre que j'imagine un peu provocateur, en tout cas moi qui me fait sourire quand je l'entends. C'est quelqu'un qui est passionné de boxe, donc peut-être que dans les questions on pourra en tenir compte. C'est quelqu'un qui aime le vélo, c'est quelqu'un qui aime la réflexion et qui aime approfondir les sujets. Donc là, nous allons, je pense, rendre hommage à l'anniversaire de la loi de 1905, cet anniversaire qui aura lieu le 9 décembre prochain, 117 ans de cette loi de séparation des Églises et de l'État, qui est toujours d'actualité, toujours aussi forte et qui nous donne toujours autant de liberté, spécialement la liberté de conscience. Donc je vais laisser la parole à monsieur Christophe Lépicier qui va nous expliquer, je pense, des aspects juridiques de la laïcité, puisque c'est une loi, mais qui devrait aussi, à mon avis, à partir du juridique, nous parler du sens politique que une telle loi peut avoir dans un État. Et puis, sans doute, nous dira-t-il quelques mots sur les aspects philosophiques de la laïcité, parce que c'est aussi un principe dont on peut questionner le sens et approfondir notre réflexion pour nous permettre de partager par la suite. Donc l'idée, c'est que nous puissions, à partir de tout ce qui va nous être dit, ensuite réfléchir ensemble, échanger, nous questionner, si besoin contredire, pourquoi pas, puisque monsieur est un boxeur, donc mais il faudra faire attention. Donc je plaisante. Et donc, je vous laisse avec grand plaisir la parole. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonsoir à tous, je suis donc Christophe Lépicier, je suis content d'être avec vous ce soir et je vais donc vous parler de laïcité. Alors j'ai pas du tout l'intention de vous donner une vérité sur la laïcité, hein. C'est quelque chose qui peut se lire de différentes manières. Donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui sont des faits importants à connaître. Et puis je les émaillerai d'analyses que je fais, mais qui sont évidemment sujettes à discussion et à échange. Cette présentation, la laïcité est-elle la religion de la République ? C'est volontairement un peu provocateur. Autrement dit, on parle toujours, quand on parle de laïcité, de religion, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais finalement, est-ce que la laïcité, c'est pas, je suis volontairement provocateur, une forme de religion qui nous relie tous dans la République ? Alors, je vais vous proposer d'aborder ce thème-là en 5 parties. D'abord, dans un premier temps, on va reprendre un petit peu les définitions. Et puis, je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, ce qu'on appelle communément les religions, on va y revenir dans 1 minute, c'est essentiellement des instruments de pouvoir politique. Ce sont des organisations qui prêchent des idées d'un monde meilleur et qui sont utilisées par les pouvoirs politiques au fil de l'histoire. Ça, c'est mon premier point. Et puis, on verra dans un deuxième point comment, historiquement, la laïcité est née et comment est-ce qu'elle s'est développée en France, les principales étapes. Et évidemment, on illustrera le fait que ça s'est accompagné
évidemment, du pouvoir politique et vice-versa. Ça a accompagné les pouvoirs politiques qui ont pris les pouvoirs successifs. Ensuite, on parlera des textes fondateurs de la laïcité d'aujourd'hui. Ensuite, on parlera très concrètement de l'évolution de ce cadre légal. Et puis, pourquoi finalement c'est si important que ça, la laïcité ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça tout le temps aujourd'hui ? C'est certainement un des 4 ou 5 thèmes les plus débattus. On va commencer donc par ce premier développement. Les religions, en fait, de mon point de vue, ont été, depuis la nuit des temps, des instruments de pouvoir politique. Alors, là, je voudrais faire une petite pause en vous proposant de réfléchir d'abord fondamentalement aux mots qu'on utilise. Quand je vous dis religion, je vous dis les religions en France, les religions en général. Qu'est-ce qui vient immédiatement à votre esprit ? Il vient immédiatement les chrétiens, les catholiques, les musulmans, les juifs, peut-être les bouddhistes, peut-être un peu d'autres religions, mais j'en suis pas sûr. Mais si on prend l'aspect sémantique des choses, religion, ça vient, c'est l'acception la plus communément utilisée, ça vient de religarer, relier les gens. Donc toute idée qui permet de relier les gens, toute philosophie qui permet de relier les gens, peut, si on prend cette définition générique, utiliser le terme religion. C'est pour ça que, faisant un clin d'œil, comme la République est pour moi ce qui réunit les gens du peuple français, et peut-être plus loin si on parle de République universelle, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire que, et c'est également pour ça que j'ai volontairement pris cette définition provocatrice de mon titre, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, d'une certaine manière, la laïcité est la religion de la République, c'est-à-dire c'est ce qui nous réunit dans la République. Ça, c'est un premier point qui est important à garder en tête et qui est très important quand on va le voir peut-être dans les échanges qu'on va avoir pendant 1 heure ou 2, quand on parle d'un phénomène et qu'on dit religion, immédiatement on pense uniquement, exclusivement, encore une fois, à ces religions monothéistes occidentales et pas à autre chose que ça. Et ça limite énormément le champ de la réflexion. Le deuxième point de vocabulaire sur lequel je voudrais passer quelques secondes, c'est le mot laïcité lui-même. Alors, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement d'où vient le mot laïcité. Et c'est très intéressant de l'interroger comme on interroge le mot religion. Laïcité, ça a rien à voir avec un problème de relier les gens ou de religarer. Ça vient directement du mot grec laïkos. Laïkos, c'est le peuple, en fait. La laïcité, c'est ce qui a fait que les Grecs ont défini un pouvoir qui était pris par l'organisation globale des individus qui composaient la cité, donc le peuple. Et ce laïkos-là, ils l'ont opposé au clérikos, le clergé, qui lui était ceux qui dirigeaient ou voulaient diriger, au nom de préceptes divins en général, la cité, le peuple. Donc, quelque part, la laïcité, c'est pas simplement, si on prend le plan sémantique sur lequel je suis, c'est pas un sujet qui est lié aux religions et encore moins directement aux religions monothéistes occidentales. C'est un sujet qui est lié au peuple, c'est-à-dire aux gens, aux hommes, aux individus et à leur communauté globale. C'est ça la laïcité sur un plan sémantique. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu décalé, mais ça me semble important de commencer par ces définitions-là, parce que quand on a simplement en tête ces idées-là, finalement, qu'est-ce qu'une religion et qu'est-ce que c'est la laïcité sur un plan sémantique, on ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. On va prendre plein d'exemples dans le fil de l'exposé. Si on prend ces bases-là, je vais évidemment utiliser le mot religion dans l'essentiel de l'exposé, dans l'acception où vous l'avez, vous et moi, dans le langage courant. C'est-à-dire que quand je vais dire religion, vous allez penser les religions monothéistes occidentales, en gros, parce que c'est ce qu'on fait, je dirais, par habitude et par réflexe conditionné aujourd'hui. Sur ces bases, on pourrait parler de religion, en fait, depuis assez longtemps, puisque ça fait à peu près 3000 ans, même un peu plus d'ailleurs, ne serait-ce que pour rester du côté du bassin méditerranéen et de chez nous, parce que je ne vais pas parler de l'Asie, qu'on a des religions au sens croyance d'un monde divin, c'est-à-dire on réunit les gens autour de la croyance d'une vie après la mort, qui est l'acception la plus précise qu'on a faite de religion qui commence à se refermer autour des religions monothéistes. Ça a commencé avec les pharaons en Égypte, qui étaient des dieux, et puis ça s'est continué très largement à travers la Bible. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, certainement, de parcourir un peu la Bible, mais sur son ensemble, l'Ancien Testament. En fait, c'est quoi la Bible ? La Bible, c'est
un Dieu qui est celui qui va devenir celui d'Israël, donc des Juifs, qui quelque part se substitue au Dieu Pharaon et qui quelque part va donner naissance aux différentes religions monothéistes occidentales. Puisque après Moïse, enfin Abraham, Moïse, etc., il va y avoir la religion juive, bien entendu, et puis derrière, il va y avoir un des prophètes, Jésus, qui va dire « Moi, j'ai une autre religion qui va être le christianisme ». Et puis plus tard, il y a encore un autre prophète, je prends le vocabulaire traduit de la Bible, qui va s'appeler Mohammed, qui va donc créer une autre religion qui va être la religion musulmane. Et encore, je ne rentre pas dans les sous-catégories, on en dira un mot. Et finalement, toutes ces religions-là, au sens qu'on utilise nous ici, elles viennent d'une racine unique qui est cette idée de Dieu unique. D'accord ? Alors ça, c'est très intéressant à analyser. Pourquoi ? Parce que on va pas s'étendre plus avant Jésus-Christ, parce qu'il faut quand même qu'on aille... aujourd'hui, on en est loin, là. Mais il y a un point de naissance des religions et du rôle qu'elles ont aujourd'hui, de la laïcité, qui est très intéressant à observer. C'est ce qu'on appelle le concile de Nicée en 325. Alors, je vous explique ça en 2 mots. C'est intéressant à savoir. Vous savez tous que l'Empire romain était un des plus grands empires qu'il y a eu dans le monde occidental, si ce n'est le plus grand d'ailleurs, avec peut-être l'Empire ottoman. Et l'Empire romain, il s'étendait après Jésus-Christ. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant, quand je parle après Jésus-Christ, je me donne une référence religieuse au sens christianisque, par ailleurs, mais je ne vais pas plus loin. Aux environs du 3e, 4e siècle, cet immense empire qui allait depuis les pays nordiques, l'Angleterre, jusqu'au nord de l'Afrique, en passant par l'Espagne et le Proche-Orient, donc il était gigantesque. Il n'était pas, évidemment, gardé par une seule armée unique qui se promenait avec des instruments, des bateaux à moteur ou autres avions. Donc c'était en fait des locaux, qui étaient des mercenaires, des gens locaux, qui étaient organisés et payés par les Romains pour garder l'empire, avec des règles et des lois de vie qui étaient censées être des lois romaines. Alors il s'est écroulé, cet empire, aux environs du 5e siècle. D'ailleurs, souvent, les gens ne savent pas très bien pourquoi il s'est écroulé. Je fais une petite parenthèse qui n'est pas la laïcité, mais qui est intéressante. Il s'est écroulé, c'est intéressant dans les temps qui courent, pour des raisons économiques. Je sais pas, c'est en tout cas la principale explication. C'est pas la laïcité, mais je vous fais une petite anecdote là-dessus. En fait, ces mercenaires, ils étaient payés. Et la monnaie de l'époque, c'était essentiellement de l'argent que les Romains allaient récupérer dans les mines d'Espagne, qui se sont épuisées vers le 4e siècle. Donc, il n'y avait plus d'argent. Donc, ils ne pouvaient plus payer les mercenaires. Donc, les mercenaires ont dit, on arrête de défendre votre empire, et ça s'est écroulé. Voilà. Ça, c'est pour la réalité historique. Mais ce que je veux vous dire, après cette petite parenthèse, c'est quel est le rapport avec la laïcité et le concile de Nicée de 325. Eh bien, en 325, il y avait un empereur qui s'appelait Constantin, qui commençait à voir que ça s'effritait un peu, l'Empire romain. Et il s'est dit... vous savez que les Romains n'étaient pas, eux, avec une religion unique, hein, comme les Grecs et d'autres. D'ailleurs, ils avaient plusieurs dieux, et avec un dieu unique, pardon, ils avaient plusieurs dieux, et donc ils étaient assez pas monothéistes. Constantin s'est dit, il faut que je trouve un ciment idéologique qui réunisse l'ensemble de l'Empire, qui va me permettre de, provisoirement en tout cas, il n'avait pas anticipé les mines d'argent, hein, et qui va me permettre de redonner une unicité au-delà du cadre légal, une unicité dans l'ensemble de mon immense empire. Et à l'époque, 3 siècles après Jésus-Christ, il y avait des chrétiens un peu partout. Alors, il y avait différentes églises chrétiennes, hein, mais il y en avait un peu partout. Et il s'est dit, je vais, moi, décider que je suis le chef de l'église chrétienne, je vais inféoder toute la hiérarchie de l'église chrétienne, et ça va me permettre d'avoir une idéologie d'un Dieu unique, ça tombe bien, je veux un pouvoir unique centralisateur, qui va me permettre de contribuer à la consolidation de l'Empire. Et c'est ça l'histoire du concile de Nicée. Alors, comment il a fait concrètement ? Il a fait venir à Nicée, c'est pour ça que ça s'appelle le concile de Nicée, il a fait venir tous les évêques de l'époque, hein, et il leur a dit, voilà, soit c'est moi le chef, soit je vous vire, pour parler en langage du 21e siècle. Et évidemment, la plupart ont suivi. Et il a institué la religion chrétienne comme étant la religion de l'Empire romain. Voilà. Alors c'est très intéressant sur un plan symbolique, sur un plan de la réflexion, parce que c'est au début de notre ère. Hein, j'ai parlé de Jésus-Christ, la date de la naissance de Jésus-Christ comme référence. Donc on est bien quelque part jusqu'au bout des chaussures de notre ère. Hein. Eh ben, c'est bien le moment le plus clair, thème de ma première partie, où la religion est venue consolider un pouvoir politique. Et ça va se répéter dans les années qui suivent. Je suis qu'au début de cette première partie. Donc, pour moi, c'est un thème fondateur.
les religions, d'une manière générale, cette idée d'avoir un complément au pouvoir physique qu'on exerce, c'est-à-dire l'armée, la police, avec une idéologie qui fait qu'on réunit les gens autour de croyances, mais que ça permet derrière d'organiser les choses et de les faire adhérer à l'organisation, elle vient quelque part dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans notre ère en tout cas, puisqu'on a ce référentiel de 2000 ans, elle vient de cette première aventure de Constantin. Donc c'est une anecdote intéressante à analyser. Alors, je vous lis quand même un tout petit peu, c'est intéressant, hein. La fin du concile, c'est « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur, etc. » Pour ceux qui ne sont pas d'accord, alors en gros, l'Église catholique, c'est-à-dire lui qui était devenu le chef, les anathématise. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin en gros ça veut dire les vire, quoi. Vous voyez, c'était vraiment ça l'idée, hein. Donc ça illustre parfaitement cette idée de religion qui s'assied et qui se reste en place avec un pouvoir politique. Le pouvoir jouant ce rôle de, comme vous avez la vie après la mort, comme vous avez la vie avant, vous avez l'idéologie qui vous permet de maintenir l'organisation. Au 5e, 6e, 7e siècle, donc l'Empire romain va décliner, ça n'arrête pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il décline, l'Empire romain, il éclate, évidemment. Et à chaque fois que ça éclate quelque part, il y a une religion locale qui va se greffer et qui va prendre le relais de la religion chrétienne unique. Alors, pour aller très très vite, il y a dans tous les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, c'est en gros l'islam, donc au 7e siècle, qui va prendre le devant. Alors, il y a évidemment plusieurs islams différents. Il y a les chiites, il y a les sunnites, il y avait les kharidjites, mais il y en a pratiquement plus. Et c'est aujourd'hui encore les deux principales tendances islamiques, hein, les chiites et les sunnites, selon les pays. Mais ça vient quelque part de toujours cette même idée que les pouvoirs politiques locaux, en tout cas c'est l'analyse que je vous propose, les pouvoirs politiques locaux avaient besoin d'une église à laquelle ils s'inféodent et qui s'inféodent à eux pour asseoir leur légitimité. Et comme ils étaient pouvoirs locaux, par définition pas pouvoir plus large que local, ils n'avaient pas le même Dieu que celui d'à côté. Donc c'était pas tout à fait le même islam dans un pays, dans un autre. Mais c'était pareil ailleurs, hein. Chez les Visigoths, c'était autre chose. Et dans les autres pays nordiques, c'était encore autre chose. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, quand on fait cette analyse-là, on voit, ne serait-ce que dans cette histoire ancienne, et on va la détailler évidemment pour la France depuis le Xe siècle, on voit que les religions ont accompagné, quelque part, les créations et les développements des États politiques. D'accord ? Et en gros, c'était bien pratique d'avoir un État, une religion. Parce que quelque part, ça consolidait la légitimité du dit État. Alors, deuxième partie, rappel un peu historique sur la naissance de la laïcité chez nous, aujourd'hui. Donc ça commence un peu plus tard, hein, même si on fait les racines, on les plonge un peu plus loin dans ma partie précédente. Quand on regarde comment c'était chez nous, en Europe de l'Ouest, ça a commencé à peu près au 8e siècle, puisque on était plutôt chrétien en Europe de l'Ouest, hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'islam, dans le bassin méditerranéen. Nous, on était restés plutôt chrétiens, et il y avait un royaume à l'époque chrétien, dont vous avez vu dans les livres d'histoire scolaire, qui sont censés être agnostiques, mais qui quelque part font des clins d'œil quand même à ça, parce qu'il y a de l'histoire là-dedans, que Charlemagne, quelque part, il s'est institué, et Clovis se sont institués comme étant les responsables adossés à l'Église chrétienne. C'est typiquement la légitimité que Clovis a choisie, en faisant d'ailleurs des autres prétendants des rois qui sont devenus rien du tout. Et là aussi, il y a une anecdote que les gens... moi, j'avais ça dans mes histoires quand j'étais jeune, je ne sais pas si ça existe encore. On voyait Clovis, qui était donc devenu empereur, qui s'adossait sur l'Église chrétienne pour ça. Et on voyait les autres prétendants qui étaient sur des chariots et qui glandouillaient sur des chariots, avec des bœufs qui les tiraient. Et c'était ce qu'on appelait dans les légendes les rois fainéants, parce qu'ils faisaient rien, ils étaient dans les chariots, ils dormaient. Alors que la lecture un peu plus symbolique de ça, c'est que c'était des rois qui étaient des prétendants, qui n'étaient pas devenus rois, puisque c'était Clovis, qui étaient devenus néants, qui avaient été anéantis, qui avaient été faits néants grâce à la prise de pouvoir par Clovis. Vous voyez, il y a un tas de petites choses comme ça qui sont rigolotes quand on lit l'histoire avec des petites anecdotes derrière. L'Église donc catholique, chrétienne plutôt, va rester majeure en Occident,
jusqu'en 1054, où il y a le schisme dans l'Église chrétienne que vous connaissez peut-être, qui est le schisme d'Orient, qui fait que l'Église chrétienne se coupe en deux à cette époque-là. Il y a la partie orientale, orthodoxe, et il y a la partie de l'Ouest, chrétienne, qui va devenir catholique et musulmane dans un autre schisme plus tard. Et là aussi, ça accompagne évidemment des pouvoirs politiques locaux, qui sont des pouvoirs locaux dans l'Est, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, et ça se poursuivra du côté de la Russie et d'autres pays de l'Est, qui vont s'asseoir sur ces religions-là, le tsar de Russie par exemple. Alors que dans l'Ouest, nos dirigeants à nous vont s'asseoir sur les religions chrétiennes. Et un peu plus tard, on va le passer rapidement, mais vous l'avez déjà évidemment anticipé, comme il va y avoir différentes prises de pouvoir dans différents États dans l'Ouest, il va y avoir des schismes dans la religion chrétienne. Le principal, c'est les catholiques versus les musulmans. Et il y a des pays qui vont plutôt prendre l'église musulmane et d'autres les catholiques. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils prenaient une religion qui leur permettait de réunir les gens autour d'eux par opposition à l'État d'à côté qui était réuni autour d'un autre. Donc il y a une espèce d'accompagnement des religions du pouvoir politique et vice-versa qui est visible dans toute cette période. Alors en France, il y a évidemment, je vais lancer un petit peu de pique là-dessus, ça s'est quand même accompagné de conflits, ça. Et c'était des conflits entre États, bien sûr, mais il y a eu des conflits où les religions entre elles sont apparues encore plus directement. La fameuse guerre de religion, on l'appelle ça comme ça dans les livres d'histoire ici, mais enfin il n'y a pas eu que celle-là comme guerre de religion. Il y a même pas beaucoup de guerres de religion. Parce qu'on appelle les guerres de religion du XVIe siècle ici, en fait c'est une guerre entre les catholiques et les protestants, qui s'est fini par Henri IV. Ça aussi, c'est très intéressant, l'idée. Hein. Vous connaissez la fin de la guerre de religion. C'est Henri IV, qui était un roi protestant, qui est venu à Paris en 1589. Hein, j'ai mes antisèches. Et quand il est arrivé, la population était plutôt catholique. Et pour pouvoir diriger toute la France, ce que je viens de dire depuis un quart d'heure, il fallait qu'il s'assoie. Il avait eu intérêt de s'appuyer sur une religion. Et il a prononcé la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Ça veut dire, en gros, je scelle une alliance avec la religion catholique de manière à ce qu'elle me serve de religion pour consolider l'ensemble de mon pays. Donc le lien entre les religions et l'État, il est permanent dans toute l'histoire de France. Bon, au XVIIe, XVIIIe siècle, je vais un peu rapidement pour arriver au XVIIe, XVIIIe qui nous intéresse, c'est donc la religion catholique qui est devenue la religion d'État. Alors il y a un tas de choses qu'on lit dans les livres d'histoire sans même s'en rendre compte. Par exemple, quand on est dans le lycée, principalement, mais même au primaire, on vous lisait sans vous rendre compte que il y avait un cardinal Mazarin qui dirigeait des trucs, il y avait le cardinal machin truc, enfin il y en a eu 5 ou 6, je rentre pas dans le détail, et on se pose pas la question. En fait, il y avait une complète jonction, cohérence, fusion entre la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire les chefs de l'Église, et les gens qui dirigeaient le pays. D'accord ? C'était devenu totalement mêlé. Là aussi, c'est très intéressant de prendre du recul et de se dire, mais attendez, ces religieux, ils servaient en fait à exercer du pouvoir complètement politique. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a des recherches qui ont été faites, enfin qui sont d'ailleurs pas récentes, et qui montrent que les préceptes de la religion catholique, y compris de l'époque, en termes de chasteté des prêtres et tout ce que vous voulez, pauvreté, etc., c'était totalement à l'inverse de ce que vivaient en particulier ces gens-là, qui étaient multi-femmes, multi tout ce que vous voulez, qui étaient multi-riches, qui étaient multi tout le contraire de ce que leur disait la religion. Mais c'était pas très grave. Ils étaient les garants que la religion, qui était dans les campagnes suivie par les gens avec le curé du coin, permettait que les gens aillent à la messe, baissent la tête et disent oui, oui, oui. Donc, quelque part, ça assurait la paix sociale dans le pays. C'était ça le deal. Un accord évident d'intérêt entre le pouvoir politique et les religions. Alors, ce qui est fondamental, c'est le XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle, il s'est produit un phénomène qui est là aussi très très mal décrit dans les enseignements, qui est la Révolution française. Alors la Révolution française, on vous décrit ça en général en disant c'est une période horrible où il y a eu la terreur, où on a tué des tas de gens, on coupait des têtes en public et tout le monde rigolait, c'était pire que chez les Romains. Oh là là, heureusement qu'on s'en est sorti. Bon, ça c'est quand même un peu l'image qu'on vous donne, en tout cas qu'on vous donnait.
et encore maintenant c'est un peu moins mais pas beaucoup, de la Révolution française. Mais la Révolution française, il y a eu bien sûr ces éléments-là. Mais il y a eu aussi la partie à moitié plein du verre, c'est-à-dire la fantastique idée que le pouvoir ne devait plus être exercé au nom d'une croyance externe, divine, une religion, pour prendre cette définition du mot. C'est ça le point fondamental de la Révolution française. C'est de dire, c'est pas un Dieu qui va décider de la manière dont on s'organise, c'est nous les hommes, au sens générique du terme. D'accord ? C'est le point le plus fondamental de la Révolution française. On a renversé le cours de l'histoire des 2 millénaires, ou un peu plus, enfin je mets le curseur où vous voulez, précédents. Et c'est essentiel. La contribution de la France à la laïcité, fondamentale, c'est pas notre modèle actuel. On pourrait en discuter, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, et à l'étranger, c'est pareil. C'est d'avoir eu cette fantastique idée au XVIIIe siècle de dire on veut que notre organisation de la cité soit faite par et pour des hommes et pas par et pour des gens qui vont y mettre une vision religieuse au sens où je l'ai décrit tout à l'heure, au sens où vous l'avez en tête. Donc c'est essentiel, absolument essentiel. Alors la Révolution française, elle va donc se traduire principalement en 1789 par la Déclaration des droits de l'homme, je vous en lirai quelques extraits tout à l'heure, mais qui dit que les hommes naissent libres et demeurent et égaux en droit. C'est une phrase qui devrait, qu'on ne peut pas ne pas connaître. Les hommes, tous les hommes. Je ne sais pas si vous voyez la puissance des révolutionnaires de l'époque. Je vais faire un petit couplet là-dessus parce qu'on ne réalise pas ça souvent. Ils n'ont pas dit les Français naissent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, on dirait les Français naissent libres et égaux en droit. Puis les Américains diraient les Américains, puis les Iraniens diraient les Iraniens, puis etc. Non, non. Les Français de l'époque, qui s'étaient réunis en assemblée constituante, etc., on ne rentre pas dans les détails techniques, ils ont dit les hommes. Alors, il n'y a qu'un mot générique pour dire les hommes et les femmes. Il n'y a pas de... Il n'y a malheureusement pas dans la langue française, contrairement à l'allemand. Il y a un mot Mensch, par exemple, mais en français, il n'y a pas. Donc, par les hommes, il voulait dire l'être humain, nous, les individus, et le groupe, le peuple. Tiens, laïcos, on n'est peut-être pas très loin, on va y arriver. Nous sommes en charge de notre destin, pas une religion. Donc, c'est de là que vient, fondamentalement, la laïcité. C'est, quelque part, là que moi, personnellement, je situe l'acte de naissance de la laïcité. C'est dans la Révolution française, au moment où on a dit c'est comme ça. Alors évidemment, il y a eu plein d'autres événements issus de cette idée-là qui ont complètement bouleversé la société. On pourrait en citer 50, j'en reprends 3 ou 4. Le fait, par exemple, de dire que le pouvoir n'était plus héréditaire. Bah oui, ça se mérite, etc. Mais ça veut dire quoi? Il est plus héréditaire, ça veut dire qu'il est choisi. Ça veut dire qu'il est choisi, ça veut dire que c'est les gens qui sont là qui le choisissent. Ça veut dire que les hommes vont se mettre d'accord pour choisir celui qui va les organiser et les diriger. On remet l'homme au centre. Donc c'est fondamental comme idée. La démocratie est juste derrière. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est directement le fondement de la démocratie. Il y a plein d'autres idées. L'état civil, très intéressant l'état civil. L'état civil en France, jusqu'à 1789, c'était l'Église qui le gérait. Évidemment, il gérait la vie après la mort, théoriquement. Avant la mort, on n'en parlait pas trop, c'était plus dur à convaincre, mais après la mort. Et le fait, symboliquement, de dire que c'était plus l'Église qui tenait les registres, mais que c'était les hommes, les mairies. Aujourd'hui, ça paraît évident, vous allez aller à la mairie quand vous avez besoin d'un acte de quelque chose. Mais à l'époque, c'était un bouleversement dans l'esprit fondamental. Deuxième exemple. Et puis il y a plein de choses, le droit au divorce, etc., qui font qu'on a changé totalement la vision, en fait, de l'homme en disant c'est lui qui est au centre et c'est plus un précepte de droit divin qui doit diriger tout ça. Donc c'est réellement la Révolution française qui est pour moi le point de départ de tout ça. Elle a fait un nombre de choses, c'est pas un exposé sur la Révolution, mais bon, je peux pas m'empêcher de vous en citer une ou deux. Tout le monde se dit tiens, après tout, la constituante a fait un texte et puis voilà, on a viré le roi, on a fini par lui couper la tête et puis on est devenu une république, première république. Bon, ce qu'on dit pas beaucoup en passage, on le dit un petit peu. Hein, si je vous dis Valmy par exemple, si je vous dis Gemmap, vous vous dites tiens, ouais, il y a peut-être eu quelques bagarres, mais je sais pas si vous voyez à l'époque
Et c'est là, quelque part, que la France a une vraie contribution, pas dans le modèle de la laïcité d'aujourd'hui, à mon avis, mais là, qu'on a réuni par une conscription, en allant chercher des volontaires, des gens, plus ou moins volontaires, mais en général volontaires, pour aller se battre contre toutes les armées des pays autour, des pays du Nord, des pays de l'Est, des pays du Sud, qu'ils ont réussi à vaincre pour pouvoir faire émerger la République en France. Il se trouve que je voyais un nom de rue il n'y a pas longtemps, la rue de Fleurus. Je passais dans une rue Fleurus. Je me dis, tiens, c'est quoi Fleurus? J'aime bien me interroger sur les noms de rues. Fleurus, c'est le nom d'une bataille révolutionnaire. Faites le test autour de vous. Qui sait qu'il y a une bataille de Fleurus qui a contribué à la naissance de la République numéro 1 française, la Première République, et donc quelque part à l'émergence de la laïcité? Personne. Oubliez. Si quelqu'un sait, c'est super, mais c'est vraiment très peu connu. Voilà, en gros, ce qui est le point pour moi le plus important, c'est cette naissance de la laïcité à ce moment-là. Alors, il y a eu un texte extraordinaire que je vous dirai tout à l'heure, la seconde partie de mon exposé, les textes fondateurs de la laïcité d'aujourd'hui, en 1795, qui a décrit la façon dont il voyait la laïcité, mais je le garde pour tout à l'heure. Je vais continuer mon petit exposé historique, et puis après ça, on va regarder les textes. Donc, ça s'est un peu gâté après 1795, et c'est très important pour comprendre la laïcité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est gâté? Suivez l'histoire. La Révolution, elle a duré jusqu'en 1801, et en 1801, on a commencé l'Empire. Et l'Empire, c'est Napoléon Ier, c'est un empereur, pouvoir unique. Et Napoléon Ier, qui était évidemment parfaitement intelligent, a dit, pour pouvoir diriger, j'ai besoin d'une religion. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Napoléon Ier? Il a dit, je vais évidemment prendre celle qui déjà consolidait le pays avant. Même si elle avait été un petit peu abîmée à la Révolution, puisqu'on avait évidemment coupé au passage un certain nombre de têtes de statues, et pas que de statues d'ailleurs, dans la Révolution. Napoléon s'est dit, il faut que je m'appuie à nouveau sur la religion catholique. Et il s'est dit, comment je vais faire? Puisqu'il venait lui-même du monde révolutionnaire. C'est un peu compliqué quand même. Il a été lui-même du côté des coupeurs de tête quelques années avant, quoi. Alors il a eu une idée un peu géniale. Il a dit, voilà. Il a dit, je vais décider que je suis le chef et je vais salarier, c'est-à-dire je vais devenir l'employeur de l'ensemble des ecclésiastiques de l'Église catholique. Alors c'est très intéressant parce que ça aussi, peu de gens le savent aujourd'hui. Je fais des petits flashbacks, des petits clichés pour rendre l'échange peut-être de tout à l'heure un peu plus vivant. Aujourd'hui, vous savez que dans le monde du travail, en France, il y a deux grandes formes de travail qui s'opposent. Il y a les salariés, c'est-à-dire que vous allez dans une entreprise, on vous fait un contrat, et puis vous êtes payé tous les mois avec un contrat de travail, ça s'appelle comme ça, et vous avez en échange, dans le salariat, un devoir de subordination à votre employeur. C'est-à-dire que vous êtes obligé de lui obéir. Fondamentalement, c'est ça la définition du salariat. C'est pas je vais travailler pour quelqu'un, puis je fais ce que je veux, et puis voilà, il me vient. Non, c'est il doit vous payer et vous devez faire ce qu'il lui dit. Point. Et puis c'est une autre forme de travail qui est l'auto-entrepreneuriat ou l'indépendant. C'est quelqu'un qui dit, moi je viens faire un truc, tu me payes pour le truc, puis si je suis pas d'accord, on arrête. Et tu me payes pour le truc que j'ai fait. Pas pour obéir à ce que tu fais. C'est pas pareil, philosophiquement. Dans le deuxième cas, tu me payes parce que tu me demandes de faire ça. Je fais ça, tu me payes pour ça. Dans le premier cas, c'est tu me payes et je dois faire ce que tu me dis et tu me diras après ça ce qu'il faut que je fasse. De toute façon, je le ferai. Je suis subordonné. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Il a salarié le clergé de l'époque. Il a dit, je deviens votre chef. Habile. Bonne façon de faire un peu oublier ce qu'il avait fait avant. Et si vous avez en tête le tableau du sacre de Joséphine à la cathédrale Notre-Dame de l'époque, où il pose la couronne sur la tête de Joséphine, c'est tout à fait ça que ça veut dire, en fait. C'est en gros, moi, Napoléon, c'est moi maintenant qui décide, avec d'ailleurs, c'est très intéressant, tableau. Vous avez tous les ecclésiastiques qui sont au fond à droite, un peu penauds, là. C'est lui qui décide, à la place de l'Église, et qui couronne les principaux responsables du régime politique à venir, en l'occurrence sa femme. Vous voyez, donc c'est ça qui s'est passé avec Napoléon. Retour de l'Église catholique, mais comme salarié. Alors ça va durer
Et il va faire pour ça un document qui est très important qui s'appelle le Concordat. Alors vous avez peut-être entendu parler du Concordat. C'est quoi le Concordat ? Concorder, c'est se mettre d'accord. Hein. C'est un document qu'il a signé avec l'Église en disant on se met d'accord là-dessus, quoi. Alors, en gros, on leur coupait plus la tête, donc ils étaient quand même plutôt contents du côté de l'Église catholique. Et lui, il était content parce qu'il était devenu chef. C'était ça un peu le Concordat, pour faire très très simple. Hein. Et ça officialisait, un régime qui va en fait durer jusqu'en 1905, donc jusqu'à la fameuse loi de 1905. On est sous le régime du Concordat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'État, les successeurs de Napoléon, qui sont les supérieurs hiérarchiques de l'Église. D'accord ? Alors, ce Concordat-là, il a... je vais essayer d'accélérer un petit peu, peut-être j'ai 1 heure à peu près. Ouais, il ne faut pas que je perde trop de temps. Donc, il va reconnaître le catholicisme comme prépondérant, mais il ne va pas le considéré comme exclusif. Ceci dit, quand même, pour donner quelques chiffres, en 1801, il y avait 29 millions de catholiques à peu près, et il y avait 600 000 protestants et 40 000 juifs. Autrement dit, il n'y avait pas photo. Hein. C'était bien les catholiques qu'il fallait choisir, et il ne s'est pas trompé. Je ne sais pas, j'ai pas les autres chiffres, mais c'est l'essentiel. Et voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Alors, je ne vais pas détailler tout le 19e siècle. Ce qui s'est passé, vous le savez, c'est qu'il y a eu ensuite un retour des monarchies, puisque Napoléon est tombé en 1815 à Waterloo. Donc c'est les descendants des rois précédents qui sont revenus. Ils ont gardé le Concordat et la même relation avec l'Église catholique que ce qu'avait fait Napoléon. C'était pratique, hein, la chaussure était déjà là, ils ont mis le pied dedans. Et ils ont quelque part gardé avec l'Église des rapports dans lesquels ils vont, pendant tout le 19e siècle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ils vont quelque part faire des concessions en permanence à l'Église, en échange de quoi l'Église leur reconnaissait le pouvoir politique, échange de bons procédés, et on est revenu dans le modèle d'avant un petit peu tempéré. Alors, il y a une grosse exception à ça, qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est la Commune de 1870, dans laquelle il y a eu une révolte populaire, populaire laïcos, on y revient, dans lequel on a dit, attendez, ça ne nous va pas ce modèle-là, nous on ne veut pas d'un pouvoir qui soit exercé par des dirigeants qui sont alliés avec une église. Et la Commune de 1871 va réinstituer un tas de mesures que je ne vais pas détailler là, qui vont aller dans le sens de, en gros, virer l'église et de quelque part restituer un rôle au peuple et rien qu'au peuple. Mais à part ce petit épisode, on arrive en 1905 avec les différentes... alors, j'ai passé Napoléon III, hein, les différents empereurs, Charles X, Louis-Philippe, ensuite Napoléon III, et ensuite la République qui va donc durer jusqu'en 1905 et après. Alors en 1905, à la fin du 19e siècle, il y avait quand même un certain nombre à la suite de la Commune, il y avait un certain nombre de Français qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la manière dont l'État utilisait, qui était donc redevenu une république, donc démocratique, dont l'État gérait l'Église catholique. Et il y a donc eu des conflits terribles entre ce qu'on appelait les laïcards à l'époque, c'est le terme qui a été utilisé un peu après et là, et les partisans de l'Église catholique. Et ces conflits, ils étaient permanents sur tous les sujets. Sur l'école, par exemple, hein, les gouvernements précédents avaient donné à l'Église catholique une part très importante dans l'organisation de l'école. D'accord ? Pas idiot, les catholiques savent bien que l'école, ça permet de former les gens et quelque part, ça permet aussi de garantir leur pérennité à eux. Hein. Et évidemment, c'était un sujet de discorde très fort. Et les laïcards disaient non, on ne veut que une école publique de public, rien à voir avec la religion. Et il y a eu des conflits très forts à ce moment-là, avec des expulsions de catholiques à certains moments, etc., pour savoir qui allait prendre le dessus. Bref, une lutte d'influence très forte à la fin du XIXe siècle. En 1905, il y a un certain nombre de républicains qui discutent ensemble, certains plus partisans d'une république très laïque, donc pas ou peu du tout d'église, pas du tout ou peu d'église, et d'autres qui étaient plus partisans de laisser une part importante à l'Église. Et donc, ils vont faire la fameuse loi de 1905, sur laquelle on va revenir dans quelques minutes, dont l'anniversaire va être fêté dans quelques jours. Et cette loi de 1905, alors là aussi, je vais être un peu provocateur, mais c'est ma nature et peut-être un peu mon rôle, elle est quelquefois considérée comme étant la loi fondatrice de la laïcité en France. Vous avez peut-être compris que je ne suis pas d'accord. Pour moi, la laïcité, elle n'est pas née en 1905, elle est née à la Révolution. C'est mon point de vue.
Pourquoi ? C'est mon point de vue. Parce que la loi de 1905, elle a été obligée, dans un contexte un peu compliqué, l'affaire Dreyfus, etc., elle a été obligée de faire un peu un compromis entre ce que voulaient les gens qui étaient vraiment laïcs au sens d'une véritable cité sans religion qui dirige du tout, et des gens qui étaient beaucoup plus modérés, qui disaient c'est quand même important d'avoir une religion qui soit en tout cas associée, sinon structurellement intégrée, dans le système politique de direction du pays. Donc moi je trouve, et c'est aussi ce que pensait, donc je m'y associe extrêmement modestement Jaurès, vous savez, qui était le socialiste, le radical socialiste de l'époque, c'est une loi qui était le moins pire de ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est une loi de compromis, dans laquelle on a dit en gros, fondamentalement, on arrête le concordat, premier point, donc c'est quand même pas rien, donc point de départ, les prêtres ne sont plus salariés. Vous êtes indépendants, d'accord ? Monsieur, vous travaillez plus chez moi. C'est déjà pas mal, mais il n'y a pas que ça. Il y a deuxièmement, vous vivez, votre vie d'église, avec des modalités techniques qu'on ne va pas détailler là, d'associations particulières, etc. Et puis, comme les catholiques ont un peu râlé, il y a eu des allers-retours, etc., derrière avec le pape, on leur a dit, mais quand même, on va vous laisser un certain nombre d'avantages. Alors, il y en a un qui est quand même pas le moindre, qui me reste, moi, personnellement, un peu en travers du gosier, c'est les églises. On avait nationalisé les biens de l'Église dans la Révolution, hein, tout était devenu public, donc c'était devenu à l'État. Et en 1905, on va dire, après négociation avec les catholiques, bon, allez, on va quand même vous laisser le droit d'utiliser les bâtiments églises à titre exclusif et de manière indéterminée, et avec des loyers nuls ou totalement dérisoires. Alors c'est très important ce truc-là, parce que c'est plus qu'une pierre dans la chaussure. Les églises, c'est les bâtiments qui sont au centre des villages. Vous arrivez quelque part, c'est l'église, d'accord ? C'était des bâtiments où, certes, au Moyen-Âge et il y a quelques siècles, c'était le curé qui en général prêchait, mais qui était bien plus que ça, qui étaient des bâtiments publics. On y mettait les animaux. Les gens allaient s'y accoupler, s'y reproduire, parce qu'ils pensaient que ça allait pérenniser. Oui, ça avait un aspect extrêmement public, au sens totalement non religieux du terme, les églises. Et le fait d'avoir laissé à l'Église catholique en 1905 le droit d'utiliser les églises à titre exclusif, pour être très très simple, me gonfle. Donc je pense que dire que c'est la loi de 1905 qui est le fondement de la laïcité en France, avec ce qu'elle traîne comme pouvoir laissé à l'Église catholique, de mon point de vue à moi, me paraît extrêmement discutable. Voilà. Mais on pourra en discuter. Hein. Alors, voilà un petit peu le résumé que je voulais vous faire sur l'histoire très rapidement balayée de la laïcité. Ma troisième partie, c'est finalement quels sont les textes qui l'ont fondée. Alors, pour moi, il y a 3 textes fondateurs sur la laïcité. On va évidemment retrouver ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, pour certains. Bon, le premier, le plus important, évidemment, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je vous ai cité tout à l'heure. Alors, je vais quand même, si vous le voulez bien, vous relire 4 ou 5 articles. Si un jour, vous ne savez pas quoi faire, comme cadeau à quelqu'un que vous aimez bien, ou même à vous-même d'ailleurs, ben vous vous achetez le texte et puis vous le collez quelque part, là où vous habitez, puis vous le lisez de temps en temps. Parce que franchement, c'est quand même extraordinaire. Je vous en lis quelques articles. Je vous rappelle très rapidement le premier, mais je ne m'en lasse pas. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pas les Français, les hommes. Vous voyez la portée universelle de ça en 1789, par des gens qui allaient se faire attaquer par toute l'Europe, par aujourd'hui où on parle de mondialisation. Ça, c'est quand même un héritage qu'on a à assumer. Hein. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Je vais très rapidement sur les articles importants, parce que ça fait réfléchir, surtout dans les contextes actuels. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Autrement dit, ce qui régit l'organisation sociale en 1789, un autre éclair de génie fulgurant, c'est que c'est la loi, rien que la loi,
toute la loi républicaine, évidemment, qui régit l'organisation sociale. Si ça, c'est pas d'une puissance extraordinaire, deuxième héritage à assumer. C'est extraordinaire. Bon, je vous passe très rapidement sur l'article 5, mais qui est intéressant. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, en 1789, je vais revenir dans le second texte, vous allez voir, c'est intéressant. 1789, début de la Révolution, on dit on peut exprimer ses opinions. Donc là, on ne dit pas en 1789 on peut penser ce qu'on veut, liberté de conscience, qui est une autre idée. On dit autre chose. On dit on peut librement exprimer ses opinions. Ça rappelle quand même des choses un peu intéressantes dans des événements récents qui ont fait l'objet de procès. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et l'article 11 en remet une couche. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 1789. Pas besoin de pondre des nouvelles lois aujourd'hui. Alors, ce texte d'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il a été repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on a un rôle dans la laïcité, nous, la France. Où on a un rôle. On a ce rôle-là. On a le rôle et la responsabilité d'avoir sorti, pas nous, mais des gens qui étaient là avant, ces textes-là, plus que notre modèle laïque actuel, à mon avis. J'en prends pour exemple, sur la suite de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 1948. Vous savez qu'il y a eu la Société des Nations après la guerre de 14, et puis après la guerre de 39-45, on a fait une autre nation, l'ONU. Il y avait à l'époque, à la création, 58 États membres. Et ça a été créé, au Palais de Chaillot à Paris. Étrange. Il y a deux langues qui sont parlées, l'anglais, on comprend un peu pourquoi, et le français, deux langues officielles. Aujourd'hui, il y a 200 pays à peu près, et pratiquement 7 milliards d'hommes. Donc c'est quand même, fondamentalement, l'organisation peut-être universelle ou un embryon de ce qui était envisagé par la loi de 1789, par la Constitution de 1789, l'homme, pas le français. Alors je vous lis très vite 3-4 articles pour que vous voyez le parallèle avec simplement la Déclaration de 1789. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est à peu près exactement la même chose que la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 7 milliards d'hommes, 200 pays qui sont maintenant sous cette charte, dont l'origine est 1789. C'est là, quelque part, la responsabilité de la laïcité à la française. Je ne suis pas cocardier, mais c'est pour moi là le fondamental. Bon, je vous passe très rapidement les autres articles, mais je vous invite à le lire parce que c'est à la fois intéressant par rapport à 1789 et c'est intéressant par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Tiens, je vous cite un peu au hasard dans la liste 2 articles. Article 4, je vais pas loin. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 200 pays ont signé ça. Article 5, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Même commentaire. Pour vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc ça, c'est mon premier texte, la Déclaration des droits de l'homme. Le deuxième texte qui est fondamental, c'est le décret de 1795. Alors vous allez dire, pourquoi vous avez cherché un décret en 1795 ? Parce que c'est la fin, le milieu de la Révolution. Ils avaient déjà un peu mûri, il y a eu un tas d'aventures au milieu de la Révolution, et ils ont sorti un décret dans lequel ils proclamaient la liberté des cultes et la séparation de l'Église et de l'État. Alors je vais vous le lire, parce que vous allez voir comme ça va plus loin que là où on en est aujourd'hui en France, et beaucoup plus loin que ce que disait 1905. Je vous lis les principaux articles. Alors, premièrement, article 1er, conformément à l'article des droits de l'homme, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Bon. Article 2, la République ne salarie aucun culte. Jusque-là, vous allez me dire, c'est le Concordat.
C'est jusqu'au Concordat. Alors, j'arrive au numéro 3. La République ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. Paf. Et les églises, c'est quoi aujourd'hui ? Excusez-moi. Alors, elle ne s'applique plus, 1795. Mais bon. 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut apparaître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Voilà ce qu'ils ont dit en 1795. Ils n'étaient pas encore dans le débat des habits à l'école, est-ce qu'on leur remet l'uniforme, Mais là, ils avaient dit à l'époque déjà. La loi ne reconnaît aucun ministre de culte, c'est-à-dire en gros les ministres, c'est un titre de la société civile, laïque, et donc, si vous voulez apparaître en public, vous apparaissez, mais pas comme étant le chef d'une organisation qui voudrait quelque part apparaître comme prenant le pouvoir. Donc, nul ne peut apparaître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Encore une, pas mal, 1795. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent ça. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Et paf, je relis. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. 1795. Vous comprenez pourquoi je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'ils ont fait. C'est pas ça que je dis. Juste que vous voyez pourquoi 1905, ça paraît quand même, par rapport à ça, comme, voilà quoi. On a fait ce qu'on a pu à l'époque. Compromis. Et je termine par le dernier article de cette loi-là, 1795. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque ou outragerait les objets serait puni par la loi, par la police correctionnelle. D'accord ? Autrement dit, on reconnaît qu'on peut exercer un culte dans la sphère privée, comme on dit aujourd'hui, mais pas dans la sphère publique. Voilà. Et ça va être exercé, ça va être appliqué ça pendant 5 ans jusqu'au Concordat. Et puis ensuite, le Concordat, évidemment, va abolir tout ça et on va retomber dans les errements du Concordat jusqu'à 1905. Mais cette loi me paraît fondamentale parce qu'elle illustre, elle met en relief un peu les allers-retours qu'on a eus sur ce sujet de la laïcité depuis la Révolution. Alors, la loi de 1905. Donc, évidemment, vous connaissez le contexte, je vous l'ai décrit tout à l'heure. Je ne fais pas un truc historique avec machin, mais c'est des idées qui sont importantes. Donc, l'article 1er, fondamental. La République assure la liberté de conscience. Moi, j'aime bien cet article-là. C'est bien de l'assurer, de garantir que l'instruction publique permet aux gens de penser et de réfléchir par eux-mêmes. Fondamental, d'accord. Par contre, ils ne remettent pas que l'expression de son opinion en public est garantie. Il y a comme un petit trou dans la raquette par rapport à celle de 1795. En tout cas, de mon point de vue. Elle garantit le libre exercice des cultes avec les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc on retrouve l'esprit des lois révolutionnaires. Article 2, c'est la fin du Concordat. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc là, c'est clairement, on arrête le Concordat. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements, des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Ils sont plus salariés. Bon, après ça, il y a des détails que je vous lis pas, on pourra rajouter des petits trucs. Mais fondamentalement, vous voyez que ces 2 articles vont quand même beaucoup moins loin que les idées qu'il y avait dans les textes fondateurs de la Révolution, déjà la Déclaration des droits de l'homme, mais également la Déclaration de 1795. D'où ma position, qui n'est pas une obstination, qui est de dire c'est une loi fondamentale, mais quelque part, la laïcité, elle a été pensée plus en amont, à la Révolution, sur des principes qui allaient plus loin que ce qu'a mis en place 1905, pour des raisons qu'on peut comprendre. Il y avait un contexte historique qui... Et quelque part, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, il y en a qui disent, oui, mais il y a 42 articles dans la loi de 1905, c'est vrai, je les ai comptés. Enfin, il n'y a pas besoin de les compter, ils sont numérotés. Mais il y a, franchement, sur 42, vous en avez à peu près 35 qui sont des détails techniques de la manière dont on va s'arranger avec l'Église sur les histoires de biens. Donc, c'est un intérêt assez moyen. C'est type loi administrative des décennies suivantes. Donc, voilà la loi de 1905. Sur le fond, donc, c'est une loi qui va organiser le retour d'un principe fondamental, c'est que l'État, c'est la démocratie, c'est le peuple, c'est la liberté de conscience. Je ne jette pas du tout le bébé l'eau du bain, bien sûr. Par contre,
Elle permet à l'Église catholique de conserver le monopole et l'utilisation gratuite des églises. Elle ignore des sujets essentiels, par exemple, toutes les écoles qui étaient gérées par la religion, les enseignements religieux à l'école, tout un pan gigantesque que le 19e siècle a abandonné et qui ne sont pas traités dans la loi de 1905 et sur lesquels on est encore aujourd'hui. Une grande partie de l'enseignement aujourd'hui est encore assurée dans des établissements qui sont des établissements qui n'appartiennent pas à l'État, avec des enseignants de l'État, ce qu'on appelle les enseignants sous contrat. Tout cet héritage-là, il n'a pas du tout été travaillé dans la loi de 1905. Bon, un autre point qui est important dans la loi de 1905, que peu de gens savent, les gens disent ça a organisé le rapport entre l'État et les religions. Alors là, il y a deux choses très importantes à dire. La première chose, c'est que le mot religion ne figure pas une seule fois dans la loi de 1905. On parle de culte. Non seulement ça ne figure pas dans la loi de 1905, mais le mot de religion n'est pas défini juridiquement. D'où mon petit couplet du début, c'est de dire qu'il faut s'entendre pour savoir de quoi on parle. Autrement dit, pour éviter de tomber sur une définition des religions qui pourrait être un peu différente, d'où le clin d'œil de ma planche, Religion de la République, on évite de dire qui est concerné par la loi. On dit ceux qui font des cultes, ceux qui gèrent des cultes. Mais alors le mot culte aujourd'hui, c'est quoi? Le culte du corps? C'est adressé par la loi de 1905. Le culte du sport, le culte... Bon, je m'arrête là, quoi. Donc, en fait, on ne sait pas très bien quel est le périmètre. Alors, le flou qu'il y a là-dedans, il fait que c'est engouffré un énorme problème. C'est qu'on s'est mis à penser depuis 1905, et ça c'est un sujet essentiel, on s'est mis à penser que la laïcité, c'était comment l'État organise ses relations avec l'Église, ou les églises. On a repris ce qu'avait dit Victor Hugo en 1948, l'État chez lui, les églises chez elles, et on s'est dit, finalement, 1905, ça a organisé les rapports de l'État et des églises. Et on se dit, la laïcité, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les religieux ont le droit de faire? Alors, on ne parlait pas de religion dans la loi, mais en gros, on se dit, laïcité, c'est quoi les religions? Qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire? Le voile, le machin, le truc, qu'est-ce qu'elles... Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel je m'inscris un peu en faux, parce que sémantique, historiquement, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est un principe d'organisation de la République. Donc pensons positif. Laïcité, ça doit faire rapport, ça doit nous adresser le sujet de la démocratie, le sujet de la façon dont la République se construit et s'organise. La diversité, la multiplicité, c'est ça que ça doit adresser la laïcité. Et ces sujets-là, c'est des sujets politiques au sens de l'organisation de la cité, laïkos. C'est des sujets qui me font dire que c'est ça qui doit quelque part nous relier dans la laïcité. Pensons à tout ça, faisons tout ça. Je vais prendre un autre exemple. Les fêtes. Les religions sont les championnes du monde sur les fêtes. Les kébirs, les communions, les bar mitzvahs, enfin vous citez celles que vous voulez dans tous les sens, il n'y a que ça. La Révolution, elle avait inventé un tas de fêtes à l'époque. Il y en avait des dizaines. Il y en avait quasiment tous les mois. La fête de la nature, la fête de ceci, de cela. On mettait les gens ensemble, on chantait, on était heureux d'être ensemble. C'est quoi le sens? Le sens, c'est les gens se réunissent, le peuple se réunit, on construit la cité ensemble. C'est ça la laïcité. Est-ce que vous avez entendu parler de la laïcité au sens des fêtes non religieuses, entre guillemets, organisées par l'État? Alors vous allez me dire, il reste 1789, oui, c'est la fête de l'armée. Vous avez beaucoup entendu parler au moment des célébrations de 1789, vous avez beaucoup entendu parler de la fête, il y a les bals populaires, mais en dehors de ça, de la fête de la laïcité, du fait que globalement... Alors on a mis 1 ou 2 ans, ça c'est la fête de la laïcité, il ne se passe pas grand-chose, alors que, à l'origine, que je situe à la Révolution, c'était là qu'on avait pensé à faire un tas de fêtes qui réunissaient les gens. Et ça, c'est d'une actualité extraordinaire aujourd'hui, quand on dit qu'il faut repenser l'organisation du monde, qu'il faut relocaliser, qu'il faut que les gens vivent ensemble. C'est ça que ça veut dire. Retrouvons le sens de la fête, de la communauté, de la diversité. Reprenons tout ça. Ça, c'est la laïcité. Et arrêtons de penser la laïcité modèle 1905. Qu'est-ce que les religions, elles ont le droit et pas le droit de faire? Parce que ça, c'est passer son temps sur le verre à moitié vide. D'où mon titre, la laïcité est-elle la religion de la République? Je pense que, d'une certaine manière, elle devrait l'être parce qu'elle nous permettrait de rentrer dans ce mode de pensée positive, comme disent les anglo-saxons, et de revenir sur la construction de la cité commune, sur les principes laïques de l'origine, de 1789, et pas sur les droits accordés à la religion à partir de 1905, qui pour moi ne sont qu'un épiphénomène qui ne devrait pas être traité autrement que
tel qu'on l'a fait en 1789, c'est-à-dire à travers la loi républicaine, toute la loi républicaine, rien que la loi républicaine. Problème suivant. Voilà. Quatrième et avant-dernière partie, comment ça a évolué le cadre légal de la laïcité en France? Alors, je fais un peu un saut aujourd'hui, parce que finalement, d'abord, je suis un peu limité dans le temps, et puis il ne s'est pas passé beaucoup de choses, à part des épisodes pénibles, genre Pétain et la Seconde Guerre mondiale, en termes de loi sur la laïcité, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça, sur le problème de la laïcité, de la religion et de la construction de la société laïque. Et il se trouve que depuis à peu près les années 80, on a 3 lois importantes qui sont sorties, qui essaient d'organiser la laïcité en France. Enfin, en tout cas, c'est leur vocation affichée. Alors, il y a la loi de 1983 qui porte sur les droits et obligations des fonctionnaires et qu'impose à un agent public une obligation de neutralité sur son lieu de travail. Un agent fonctionnaire ne peut pas manifester un signe religieux ou politique. Très bien. Moi, j'aurais préféré qu'on mette ça dans un cadre plus large, qui est de dire la loi sur ce qu'on a fait par ailleurs, un peu, mais pas suffisamment. Les ports vestimentaires autorisés et pas autorisés. Pourquoi se centrer toujours sur le religieux? C'est toujours le même débat. Il y a la loi du 15 mars 2004. Les élèves ne sont plus autorisés à porter des signes et tenues ostensiblement religieux au sein de l'école publique. Bon, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que religieux. Je vous rappelle que l'école publique, elle est publique, mais il y a un bout qui est quand même dans des endroits où c'est pas public. Que quand moi j'ai été voté la dernière fois, il se trouve que mon bureau de vote, il est dans une école dite sous contrat et que j'avais des trucs qui étaient religieux jusqu'à ce que j'y accède physiquement. Bon, ça c'est un état de fait, réel. J'étais un jour dans une petite conférence comme ça, je le dis, il y avait un juge dans la pièce, un juge qui assistait au truc. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, voilà la photo. Donc ça existe. Donc, officiellement, dans les écoles publiques, il n'y a normalement pas de port de signes religieux, même s'il y a des signes religieux quand c'est des écoles sous contrat. Bon. Donc c'est quand même un peu byzantin ou un peu curieux cette histoire. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de signes religieux? On est reparti. Allez, 1905, à quoi les religions ont droit? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, voilà les vêtements, les tenues vestimentaires, autorité ou non à l'école, point à la ligne? On se fout de savoir si la personne qui a un voile, c'est parce qu'elle trouve que c'est joli, parce qu'elle est hippie modèle 1960, ou parce qu'elle est musulmane, ou parce que c'est une bonne sœur qui se balade dans le coin. C'est pas le débat. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Sur le plan de la loi républicaine. On n'aborde pas le problème suffisamment comme ça, de mon point de vue. Et puis il y a la loi de août 21, la dernière, qui conforte les principes de laïcité et de neutralité dans le secteur public en instituant les référents de laïcité et la journée de laïcité du 9 décembre. Bon, je vous ai dit ce que je pensais, c'est très bien, c'est mieux que rien. Enfin, excusez-moi, par rapport à la Révolution, on était à, 50 fêtes, là on est à 1, et encore, bon. Donc ça va pas loin. Donc c'est bien, ça avance, mais à ce rythme-là, pas vite. Hein. Donc c'est un peu ce que je pense. Et surtout, je déplore qu'on reprenne toujours le sujet par le biais de, entre guillemets, d'où ma définition du début, des religions monothéistes occidentales, qu'on ferme au début de mon exposé. Pour terminer ce petit exposé, je vais essayer de terminer en quelques minutes pour qu'on puisse échanger. Pourquoi attacher un rôle fondamental à la laïcité aujourd'hui? Parce que la laïcité, comme vous l'avez compris, pour moi, c'est pas le problème des droits des religions. C'est le problème de l'organisation de la cité autour du principe de la démocratie. Laïcité et démocratie, c'est intimement lié. C'est un homme, une voix. Donc pour moi, le principe républicain fondamental, c'est la démocratie et la laïcité, la République sociale. Et tous les efforts qu'on fait devraient être mis en ce sens. Et ce qui est intéressant, c'est que la laïcité, elle repose... Vous savez, il y a une anecdote qui est très intéressante, que je vous cite aussi au passage, qui illustre un peu cette partie-là, qui est, je ne suis pas tout à fait sûr du détail des noms que je vais vous donner, mais il y avait un officiel chinois, je crois que c'est Deng Xiaoping, qui était venu en France et qui avait rencontré François Mitterrand, qui lui avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» L'officiel chinois, je crois que c'était Deng Xiaoping, mais je ne suis pas tout à fait sûr, avait réfléchi 30 secondes, ou quelques secondes, et il avait dit « Il est un peu tôt pour le dire ». Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de dire que c'est la démocratie, qui est la laïcité, c'est les deux pendants, qui dit que la société repose sur l'égalité de l'expression de chacun, ça met une grosse responsabilité sur le poids de chacun. Ça veut dire que chacun est capable de prendre une responsabilité. Ça veut dire qu'on a confiance dans la collectivité que représentent les autres.
Ça veut donc dire que les autres ont un niveau de maturité de réflexion, de maturité politique, de maturité en général, dans lequel on a confiance et sur lequel on peut construire un modèle de société. C'est ça que voulait dire Deng Xiaoping. La révolution, elle dit ça, mais est-ce que vraiment les gens, les hommes, au sens avec un petit h, hein, on peut leur faire confiance? C'est ça qu'il voulait dire. C'est une très bonne remarque, hein, très fin. Et c'est quelque part ça le débat fondamental aujourd'hui. Et c'est ça le débat d'ailleurs qui est derrière le débat sur l'école et tout. C'est qu'il faut que la laïcité fasse la promotion du développement individuel de chacun. Ça repose tout ça sur une construction qui est extraordinairement simple et complexe. C'est que chacun est capable d'exprimer une idée intelligente et l'ensemble va déterminer une idée encore plus intelligente que chacun. Et c'est pas une seule personne qui a raison. Pas évident. L'idée laïque, c'est ça, quelque part. L'idée laïque, c'est ça. Et c'est sur ça qu'il faut, à mon sens, travailler. Évidemment, à travers l'école, mais pas que. À travers la discussion, les échanges, la diversité. On s'enrichit que quand on est dans la diversité. Si on écoute toujours la même chose, on fait rien. Donc, la diversité, ça va dans ce sens-là, évidemment. C'est un des piliers de la construction d'un monde démocratique et d'un monde laïque. Fondamental. Ça devrait être un axe fondamental, ça l'est déjà, hein, mais absolument fondamental de tout ce qui est fait aujourd'hui sur la laïcité. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire donc sur le rôle fondamental. Le rôle fondamental, pour moi, c'est ça, c'est le rôle de mettre l'homme vraiment au centre, de considérer que c'est l'individu et l'homme qui doit être au centre de toute construction politique. C'est ça la laïcité. Que chaque citoyen doit être considéré comme étant la base de la construction de l'édifice. Pour moi, la laïcité, c'est en fait une forme sage d'organisation de la cité. Et si je devais terminer par une espèce de souhait, c'est qu'aujourd'hui, on est encore, et de plus en plus et trop, dans des modèles de laïcité pays par pays. Hein. Moi, je suis un peu dans la laïcité, j'y réfléchis un peu, hein, c'est pour ça que je viens vous parler, j'ai quelques heures de réflexion derrière, je ne veux pas dire que j'ai compris beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai réfléchi. Et donc, quelque part, on a tendance à dire, nous en France, quand même, d'abord, on pense toujours qu'on est plus malin que les autres, et puis on dit, ouais, mais nous, attendez, on a trouvé le bon modèle de laïcité. Attendez, nous, on est laïque, ouais, nous, c'est vachement bien notre modèle, l'école publique, tout ça, je vous les églises, tout ce que vous voulez, on est vachement bien. Alors, les Américains m'en parlaient pas, ils ont marqué In God We Trust sur leur billet, machin, me parlez pas de X pays, les Chinois, j'en parle pas, bon, bref. On a trouvé, pas les autres. En gros, il y en a pas un, quasiment, vous écoutez des gens, hein, ils vous disent, en dehors des Français, personne n'est capable d'être laïque. Alors, je ne vous refais pas mon couplet sur la définition de ma laïcité. Donc, ce que je pense, c'est que la laïcité, elle a une portée universelle. Et que c'est pas un hasard si la Déclaration des droits de l'homme, elle commence par « Les hommes naissent libres et égaux en droit », pas les Français. Et que c'est une opportunité, une chance, quelque part, de considérer que c'est dans l'échange de notre modèle d'aujourd'hui de laïcité, qui a plein de choses très intéressantes, et des modèles étrangers qui ont plein de choses très intéressantes, qu'on peut arriver à construire une forme de laïcité universelle, dont certains principes sont incontournables, par exemple la démocratie, mais qui, quelque part, nous obligeront à mettre de l'eau dans notre vin et à dire qu'il y a des trucs qu'on fait chez nous qui ne devraient peut-être pas être faits comme ça. J'arrête avec mon obsession des églises, mais il y en aurait d'autres. J'arrête avec mon obsession des églises, mais il y en aurait d'autres. Allez expliquer à un Américain, par exemple, j'ai vécu un peu en Amérique du Nord, allez expliquer à un Américain que les églises en France sont réservées à une seule religion, les catholiques, il comprend rien. Alors quand vous lui dites en plus, vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas laïque, mais on est persuadé qu'on nous a trouvé, et vous avez les 3 quarts de gens qui vous disent, non, mais eux, c'est pas vraiment des laïcs, quoi. Je vous dis pas que les Américains sont le modèle. Je vous dis qu'il y a des choses à prendre chez eux, comme il y en a dans plein de pays. Si on veut construire une laïcité universelle, qui quelque part doit être l'aspiration, il faut qu'on accepte de remettre en question des choses. Il faut qu'on arrête de penser qu'on a trouvé, en particulier pas en 1905, mais peut-être même qu'il faut changer des choses dans les idées de 1789 et 15, hein, pour pouvoir construire des choses beaucoup plus larges. Et je ne vous fais pas le couplet sur l'Europe, parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, la construction politique de l'Europe, c'est un autre sujet, n'a quasiment pas commencé. On est sur une construction économique dans l'Union économique, et pas l'Europe, hein, l'Union économique mais européenne. Mais si on voulait la construire, on pourrait prendre le sujet par la laïcité européenne,
il y a de la démocratie, il y a un certain nombre de sujets communs qui pourraient nous permettre de construire, peut-être avec certains pays en particulier, des bases de société politique laïque commune. On ne le fait pas aujourd'hui. Mais pour ça, il faudrait mettre de l'eau dans le vin. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup, Monsieur Christophe L'Épicier. Je pense que l'on a fait un tour complet de ce que pouvait représenter à la fois l'idée de ce que je disais tout à l'heure, juridique, politique, et puis sur le sens philosophique sur lequel vous avez beaucoup éclairé. Merci encore. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot culte. Pour moi, personnellement, le seul terme que je connais pour culte, les catholiques, ils vont à la messe, les protestants, ils vont au culte. Mais vous allez peut-être m'expliquer davantage ce que veut définir le mot culte. Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est un mot qui est utilisé depuis la loi de 1905 et de manière répétée par les politiques pour parler plus ou moins des religions. Mais je vais vous répondre indirectement en vous donnant une anecdote récente qui va vous parler, je pense. Le Covid. Vous vous rappelez des multiples interdictions qu'on a eues dans le Covid, assez compliquées, je ne les ai pas toutes en tête. Il y en a une, moi, qui m'a vraiment bien intéressé. C'est celle qui interdisait de sortir de son département. Il ne fallait pas aller à plus de 30 km de chez soi. Et on pouvait sortir de son département que si on se rendait sur un lieu de culte. Vous vous rappelez de ces textes-là? Ah si. C'était le texte, on était limité à des déplacements de 30 km autour de chez soi, et on ne pouvait sortir du département, c'était le décret, que si on se rendait, extraordinaire, sur un lieu de culte. Ils n'ont pas parlé de lieu religieux, mais sur un lieu de culte. Ce qui voulait dire, ce que j'ai d'ailleurs personnellement, et j'en suis fier puisque j'ai respecté la loi, abondamment utilisé. Ce qui voulait dire que si vous vouliez aller rendre visite à un lointain cousin qui habitait un département ou deux plus loin, vous indiquiez que vous vous rendiez au passage dans l'église du coin, qui était indéniablement un lieu de culte. Et puis vous alliez dans le lieu de culte du coin. Mais vous voyez jusqu'où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que cette notion de culte et cette notion de flou autour des mots religion et culte, et cette idée que incontestablement les églises sont des lieux de culte puisque c'est l'église qui est dedans et que c'est l'église qui est visée par 1905 et que donc l'église est un lieu de culte, voilà, tout ça, ça se réunit. Et bien encore dans des textes de loi qui sont récents, qui ont 1 an, c'est encore utilisé. Mais quant à savoir quelle est la définition précise de ce que c'est qu'un culte, juridiquement, je sais qu'il n'y en a pas sur le mot religieux, je crois qu'il n'y en a pas sur le mot culte, mais je suis preneur de contradicteurs sur le sujet. En tout cas, il me semble que de manière concrète, ça c'est certain, il est encore utilisé aujourd'hui avec le même flou artistique que celui qu'il y avait en 1905. Et reconnaissez quand même, avec cette histoire de Covid, que c'est un peu compliqué, quoi. Un mot par rapport à ça, la définition précise, sans fermer, c'est honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion. Et il y a une deuxième partie de la définition, c'est en particulier religion peu ou pas reconnue. Il y a aussi le culte des fétiches, etc. Donc quand on dit culte, moi je l'entends évidemment par rapport à la loi comme quelque chose qui a une connotation religieuse, mais vous le disiez tout à l'heure, ça peut être le culte du corps, ça peut être le culte de fétiches, etc. Donc culte, c'est rendre honneur à quelque chose par des actions précises, codifiées. Donc j'imagine que d'avoir parlé plutôt de culte que d'autre chose, c'est d'un côté pragmatique pour définir des actions et pas définir un sens philosophique de la chose. C'est ça que j'entends, moi. Là, reconnaissez, merci de la précision, mais reconnaissez quand même le flou de la chose. Encore une fois, je vous parle d'une loi qui a 1 an, là. Vraiment, je confirme ce que je vous disais. On avait le droit de se rendre dans un lieu de culte. Là, je vous ai expliqué que pour voir votre bien-aimé cousin, vous alliez dans l'église du coin, il habite à côté, ça tombe bien, qui est indéniablement un lieu de culte. Là, je pense que vous risquiez pas grand-chose avec la maréchaussée. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de dire que votre cousin, lui, c'est un adepte du culte du corps et que vous alliez directement chez lui? Expliquez-moi. Bonjour tout le monde. J'ai bien aimé
Vous avez bien dit que la laïcité, c'est surtout de la diversité, et que la diversité, c'était un axe fondamental pour la construction d'une société dans tous les sens. Alors justement, moi je pose la question, la laïcité dans son application actuelle, moi je ne la vois, surtout pour nous en tant que musulmans, pour nos enfants, il s'agit surtout de plein d'interdictions. Moi, j'ai l'âge que j'ai, je suis quelqu'un de vacciné, je connais un petit peu comment me comporter, mais nos enfants sont confrontés à des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Entre ce pays qu'ils aiment, mais qui est pour eux, qui les rejettent, parce que toutes les interdictions qu'on a vues presque tous les jours, c'est contre cette religion ou les appartenant à cette religion. Ça fait un peu écho à ce que je vous indiquais de mon point de vue, hein, je n'ai pas la vérité, au début de mon propos, c'est qu'au lieu d'adresser le sujet de la laïcité exclusivement à travers des lois républicaines, on les adresse à travers le prisme de ce à quoi ont droit et pas droit les religions. Et comme aujourd'hui on a un peu la religion musulmane dans le pif, je caricature à l'extrême, hein, pour des bonnes et des mauvaises raisons sans doute. Il y a des intégristes musulmans qui sont plus actifs aujourd'hui que les intégristes catholiques du jour, mais enfin on en a eu des pas mal il y a quelques années, je vous garantis aussi, hein. Donc on a aussi de quoi tenir. Donc il se trouve qu'il y a des raisons qu'on peut entendre, mais il se trouve que c'est pas ça qui justifie qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, par exemple le fameux voile à l'école ou ailleurs, on l'aborde à travers du prisme de la religion musulmane ou autre. Pour moi, c'est pas le débat. Pour moi, le débat, c'est quels sont les textes légaux qui encadrent les tenues vestimentaires. Point à la ligne. On ne devrait même pas aborder l'idée de la religion au sens musulman, catholique ou autre quand on pense à ça. Mais on est tellement formaté aujourd'hui par cette idée que la laïcité, c'est la défense du droit des religions, qu'immédiatement, quand on parle de ça, on se dit qu'est-ce que ça va donner comme droit aux religions, en particulier aux musulmans. C'est une espèce de déformation du raisonnement qui est liée au vocabulaire qu'on a, à mon avis, déformé. Et je pense que c'est pas ça la laïcité. Je pense que la laïcité, et heureusement, on le reprend de plus en plus comme ça. Par exemple, je me réjouis du débat qui a 3 jours, et sur lequel j'ai pas d'opinion tranchée, hein, personnellement, réellement. L'histoire des uniformes à l'école. Je n'ai pas d'opinion tranchée. De toute façon, en aurais-je bien une, ça ne serait que la mienne. Ça vaut vraiment pas grand-chose de plus que ça. C'est-à-dire rien. Une voix. Néanmoins, je me réjouis qu'on aborde le sujet par un sujet vestimentaire regardé par la loi et pas par un sujet d'un prisme de ce que ferait une religion. Pour moi, c'est la bonne façon de le prendre. Quand on a eu le sujet de Grenoble, où il y a eu le problème des tenues vestimentaires à la piscine de Grenoble, j'ai suivi un peu en détail ce qui se racontait, ce qui n'était pas très compliqué vu que ça tournait 24 heures sur 24. Vous aviez le mot, à peu près 4 phrases sur 5, le mot musulman tenu pour se baigner. Mais je m'en fous, moi. Qu'est-ce que la loi dit qu'on a le droit de mettre pour se baigner ? Et on aurait dû avoir ça dans les textes. Point à la ligne. Enfin, dans les textes, dans les débats. On aurait dû avoir ça. Aborder le problème de la laïcité dans ce cadre-là, c'est ça. C'est pas le problème du droit des religions. Mais malheureusement, on est tellement, de mon point de vue, on est tellement déformé par cette loi de 1905 qui a quelque part dit mais à quoi les religions ont-elles droit qu'on finit par ne voir le problème que par ce côté-là, et je pense que c'est une erreur. Mon rêve, ça serait qu'on aille vers une laïcité positive, c'est-à-dire qu'on pense comment on construit une société laïque, avec des fêtes laïques, avec une diversité renforcée, avec la loi, rien que la loi, toute la loi, exactement la même pour tout le monde. Si on dit qu'il n'y a pas de voile à l'école, il n'y en a pour personne. Et puis c'est comme ça. Si on a de telle nature, et on explique pourquoi, et c'est la loi et on l'applique. Point à la ligne. En tout cas, moi je pense qu'il faut revenir vers cette approche du sujet. Ce qu'on fait, je ne jette pas le bébé et l'eau du bain, je critique pas tout, mais on ne le fait pas encore suffisamment de mon point de vue. Je vais être très en désaccord avec beaucoup de choses que tu as dit depuis le début, Christophe, et quelques petites choses qui me heurtent beaucoup. On va commencer par la fin. Parler de laïcité positive, c'est complètement dénaturer la laïcité. La laïcité, on ne peut pas l'adjectiver. Si on l'adjective, d'autres ont essayé, c'est la dénaturer, c'est l'attaquer, c'est la déconstruire. C'est même pas la déconstruire dans le sens positif pour essayer de comprendre le truc, c'est la déconstruire de mettre son bête pour essayer de lui faire passer autre chose et de lui faire peut-être définir autre chose. Quand on entend Marine Le Pen essayer de définir la laïcité, c'est une novlangue.
c'est une autre façon de faire, c'est pas du tout une logique. Il faut rappeler que la laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience, point. C'est la première phrase de la loi du 9 décembre 1905. Toute première phrase du premier article. Elle dit tout, cette phrase. C'est pas le vivre ensemble, la laïcité, contrairement à ce qu'on essaie de dire. C'est pas le modèle anglo-saxon qu'on veut comparer. C'est pas cette idée-là. C'est la liberté de conscience, seule liberté qui est absolue. Toutes les autres libertés qu'on a sont relatives. On a le droit de circuler. On a le droit de circuler, oui, mais quand il y a un feu rouge, il faut s'arrêter. On a une liberté d'expression, oui. Par contre, elle est relative. On n'a pas le droit d'avoir des propos discriminatoires. La seule liberté absolue qu'on a, c'est ce qu'elle nous permet, la laïcité. La laïcité n'est pas une opinion. C'est ce qui nous permet d'en avoir une d'opinion. Donc c'est ça qu'il faut reprendre en filigrane, je pense. Je peux dire juste un mot sur la liberté de conscience. Je suis évidemment totalement en accord avec l'idée que la République assure la liberté de conscience. Détail, à mon avis, elle devrait plus garantir les moyens que chacun ait sa liberté de conscience, parce qu'en tant que telle, elle ne peut pas garantir la liberté de conscience. La liberté de conscience, elle est inhérente à chaque individu, par construction. Donc, par construction, on n'empêche pas les gens de penser. Vous savez, une petite anecdote qui est très marrante aussi. J'aime bien les petites anecdotes, ça change un peu les discours. Quand Jean Moulin s'est fait arrêter par la Gestapo, vous avez Klaus Barbie qui l'a interrogé, qui l'a torturé, pour qu'il donne les noms des gens de son réseau. Et donc il était là, avec les Allemands autour, et puis il parlait pas. Et après ça, au bout d'un moment, il a demandé à avoir un crayon et un papier. Alors on lui a donné un crayon et un papier, et il a commencé à griffonner. Et Klaus Barbie était là, un peu plus loin, il s'est dit, ça y est, il était torturé, il a craqué, il est en train de nous dire des trucs. Et au bout de quelques minutes, Moulin, qui était quand même un type extraordinaire, il a donné son papier. Il avait fait des caricatures de Klaus Barbie. Ça va sans dire. Hein. Mais il avait sa liberté de conscience. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait exprimé. Charlie Hebdo, c'est quoi? C'est l'expression de sa liberté de conscience. Donc pour moi, c'est au moins aussi important de garantir l'expression de sa liberté de conscience que la liberté de conscience elle-même. Je ne fais pas d'exclusive, je dis pas... Je pense que c'est au moins aussi important. Et ce que je déplore, c'est que la loi de 1905, contrairement aux lois de la Révolution, ne parle pas de l'expression de la liberté de conscience. Elle parle de la liberté en tant que telle. Et ça me dérange. Comment, selon vous, décrirez-vous en quelques mots une république complètement laïque? Quel serait son impact sur la société? Eh ben, c'est important, ça c'est intéressant comme question, mais c'est pas facile. Je me lâche. Hein. Donc déjà, pour moi, ça serait une république universelle, premièrement. C'est-à-dire que moi, mon rêve, je le dis souvent, mais parce que c'est du désespoir, c'est que j'aimerais bien mourir en voyant avant une fois un vote mondial. C'est-à-dire où chaque homme de la planète, les 7 milliards, bon, je passe les mineurs, les mineurs, etc., à plus de 18 ans, ce que vous voulez, on met des règles, mais fondamentalement, met un bulletin de vote pour quelque chose. Ça, déjà, j'aimerais bien, parce que ça serait une dimension universelle. Et je pense que l'intérêt de la laïcité, entre autres, c'est sa portée universelle. Les hommes, pas les Français, naissent libres et égaux en droit. Donc ça, déjà, ça fait partie de mon rêve, quoi, hein, premièrement. Deuxièmement, pour moi, c'est une société dans laquelle la totalité des décisions sont décrites dans un système de loi idéal, c'est-à-dire simple, clair, compréhensible, applicable et évidemment universel. Et ça, évidemment, il y a du travail, surtout si on le fait à l'échelle de la planète. Mais on me demande de faire l'idéal, c'est ça. Et pour moi, c'est une société où les gens vivent la diversité. C'est-à-dire que on n'a pas des groupes les uns à côté des autres qui ne vivent qu'entre eux, mais on a des échanges à la fois physiques et culturels qui permettent en permanence d'enrichir et de faire progresser l'humanité. Pour moi, ça serait une société vraiment laïque, si j'essaie de la définir. Mon rêve, ça serait ça. Bon, je crains que je ne la vois pas, mais ça fait rien. Vous m'avez demandé le rêve, je le donne. Hein. Alors, pour reprendre quelques éléments qui avaient été dits dans l'exposé, il y avait une tentative de démontrer le sens sémantique des mots
et éventuellement leur évolution. Mais les mots ne veulent pas dire tout le temps la même chose au même moment de l'histoire. Avant, on disait que tout le monde était laïque, sauf que c'était pas laïque avec QE, c'était laïque avec un C. On était bien sûr sous l'Ancien Régime. Et qu'est-ce que c'était un laïque avec un C ? Faut se rappeler, c'était quelqu'un qui était dans la religion catholique et qui n'était pas dans les ordres religieux. Donc un prêtre, par définition, n'était pas laïque, puisque lui, il était dans les ordres religieux. Laïque avec un C, bien sûr. Alors que laïque QE, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui. Laïque QE, c'est qui se réfère à la laïcité, qui est pour la séparation des églises et de l'État. Et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est pour la séparation des églises et de l'État ? C'est un anticlérical. Alors qu'à la différence, quelqu'un qui est pour l'association de l'Église et de l'État, c'est un clérical. Il faut remettre aussi les termes, comment ils ont évolué dans le sens, et quelle est leur définition aujourd'hui. Parce que des fois, ça trompe aussi des fois. Alors, religion religarée, oui, j'ai entendu plein de fois, mais est-ce que c'est juste ça, la religion ? Est-ce que c'est juste ce lien ? Parce qu'à ce moment-là, tout est religion. Et à ce moment-là, on va dire le vivre ensemble. Le vivre ensemble, le mot valise absolu qu'on sort absolument tout le temps, qu'on ne veut plus rien dire quelque part, puisque on n'en donne plus le sens. Vivre ensemble, si on est dans le modèle anglo-saxon, est-ce que ça veut dire qu'on va reconnaître des communautés avec des droits particuliers qui vivent côte à côte ? Ou alors, quand on dit vivre ensemble et qu'on serait plus dans un modèle français, ça sera dire, justement, cette République universelle, de dire que tout le monde naît et meurt en dignité et en droit, et ont les mêmes droits à partir de la base. C'est peut-être ça, le vivre ensemble, mais ça veut pas dire grand-chose, parce que dans tous les cas de figure, les gens, ils vivent ensemble, mais ils vivent pas forcément avec des liens. Voilà. Le lien, c'est de donner le pouvoir à la personne individuelle, de se relier, si elle le souhaite. Voilà. Mais elle se reconnaît quand même avec tout un cadre. Donc voilà, c'était aussi ça que je voulais dire, parce que on essaye de retrouver sinon des religions, et on en cite quelques-unes. On va citer 3 religions monothéistes, et pourquoi pas les autres ? Et on oublie au passage qu'il y a eu d'autres religions monothéistes avant même le judaïsme, avant même le christianisme, et avant même l'islam. Et à noter le zoroastrisme, qu'on oublie souvent, le zoroastrisme. Je rappelle que c'est une religion monothéiste, avec une seule divinité, qui est née en Mésopotamie. On a encore des églises zoroastres en Iran, qu'il y a une église zoroastre à Paris, et qui est pourtant une religion monothéiste. Pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que quand ils meurent, les zoroastres doivent laisser leur corps dans la nature, dans la forêt, notamment pour se faire manger par les animaux et repris par la nature. Ce qui est complètement illégal en France aujourd'hui, puisqu'il y aura un trouble à l'ordre public là-dessus. Et quel serait le trouble à l'ordre public là-dessus ? Ce serait sur la salubrité publique. Parce qu'il y a un problème médical, il y a un problème de transmission d'épidémies, de virus et autres. Donc voilà pourquoi cette pratique pour ce culte zoroastre est interdite, parce qu'elle trouble l'ordre public dans le sens de la salubrité publique. Et ça, c'est toujours ça à remettre un petit peu en définition. Sur la question du mot anathème, c'est lancer l'anathème, c'est exclure. L'anathème, c'était un couteau cérémonial, voilà, qu'on évoquait aussi un peu plus tôt dans l'intervention. Voilà. Et en même temps, on apprend des choses assez intéressantes. Et j'ai trouvé assez fameux le coup des rois fainéants, qui fait néant, et qu'en fait, finalement, c'est parce que Clovis a mis les autres côtés, les autres rois qui n'étaient plus rois, du coup, pour devenir le seul unique roi. Et alors, c'est rigolo par la liaison, comment on fait fainéant et fait le néant. Et ils ne sont plus utiles. Voilà, bon, quelques petites interventions que je voulais donner à ce stade. Moi, j'ai bien aimé le rapport de la laïcité à l'universel. Ça me semble, universel, ça fait un mot un peu pompeux, mais qui est un idéal et qui nous réunit. Hein. Si on est là, on est dans quelque chose d'universel. On est des humains qui avons envie d'être ensemble. Et l'idée de cette fameuse démocratie, donc fondée sur un État laïque, c'est qu'elle agit en fonction du bien commun, sans avoir besoin de chercher des notions philosophiques importantes. On peut le faire, hein. J'aime bien le faire, mais il suffit de penser au bien commun. Alors, j'ai entendu ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, par rapport à ce bien commun, donc l'éducation c'en est un.
l'éducation de nos enfants, c'en est un, la nôtre aussi évidemment. L'éducation des enfants, quand ils comprennent à l'école que, par exemple, le prosélytisme est autorisé, alors qu'ils ont tendance à entendre dans certains médias que c'est interdit. Non, on peut parler de religion dans la cour de l'école. On ne peut pas faire du prosélytisme abusif, c'est-à-dire dire tu dois penser comme moi, tu dois croire comme moi. Mais moi je crois ça, toi qu'est-ce que tu crois? Les enfants peuvent le faire. Donc les enfants ne le savent pas trop. Quand on leur dit, donc parce qu'on fait la même chose avec des enfants, et quand ils l'entendent, ils respirent et ils se sentent soulagés de savoir que c'est l'État laïque qui permet ça. Ça veut dire qu'ils sont libres de croire ce qu'ils ont envie de croire et ils sont protégés par la neutralité des fonctionnaires, par la neutralité de tout ce qui est public, donc des professeurs, des instituteurs, des professeurs, etc. Et ils sont protégés. Et ce qu'ils vont apprendre, ce ne sera pas des convictions de quelques-uns, ce sera quelque chose qui cherchera l'universel. Donc je crois, moi, j'entends, bon, j'ai entendu j'ai crissé un petit peu quand j'ai entendu un adjectif avec laïcité, mais il n'y en a pas besoin. Quand on dit laïcité, c'est forcément positif. Donc je pense que c'est ce que vous vouliez dire. L'idée, c'est, pour un enfant, quand il l'entend, il le comprenne vite, c'est la liberté. Et tous ceux qui utilisent la laïcité pour parler d'interdit, ne parlent pas de laïcité. Ils parlent de ces fameux pouvoirs politiques dont vous avez parlé tout à l'heure, qui font qu'il faut qu'on pense certaines choses parce qu'il faut qu'on se soumette. Et d'accord, mais c'est pas la laïcité, ça. Donc on a ce travail-là à faire dans l'éducation, et peut-être encore plus maintenant, mais donc je vais pas insister parce que j'aurais envie d'entendre plus sur les habits à l'école, à destination religieuse, etc., mais c'est pas forcément notre sujet. La liberté, c'est de s'habiller comme on veut. Bon, alors j'aime bien ce que monsieur était en train de s'étaler un petit peu sur ce que j'avais dit. Et franchement, je me réjouis de que nos enfants aient la liberté de parler de religion et tout ça. Ça ne passerait pas par leur tête qu'ils ont le droit de parler de ça. Tellement on n'entend que les interdits qu'il n'y a pas dans la tête une place aux choses autorisées à faire. Une dernière chose, j'habite le quartier, je fais partie d'une association et on a eu l'occasion de parler de temps en temps dans des réunions, notamment à la mosquée, il y avait une réunion entre religions. Ce que je regrette malheureusement, quand on parle radicalisation, extrémisme et tout ça, les enfants qui sont concernés ne sont jamais invités. Quand je dis les enfants, je dis les adultes, les ados, jamais invités, jamais existants, même interdits. Je suis musulman, je fais partie d'Ivry depuis plus de 30 ans. J'ai été voir le recteur de la mosquée d'Ivry. Je dis, monsieur le recteur, pour quand une conférence où nos jeunes viennent s'exprimer? J'ai même dit exactement qu'ils viennent dire des bêtises avant qu'ils les fassent. On a parlé de la guerre en Syrie, ils sont partis, des jeunes qui sont partis en Afghanistan, en Syrie, en Irak, un peu partout. Ils n'ont jamais eu le droit. Ces jeunes-là sont guettés par les réseaux qui n'attendent que ça. Quand on ne leur donne pas le droit de parler, eh ben, y a d'autres qui leur disent « Mais vous n'êtes pas écoutés, venez chez nous ». Eh ben, c'est ça qui fait qu'après on découvre plein de dégâts parce que nos enfants sont interdits de parole ou n'ont pas l'occasion de parler. Ben, on est là, espérant que nos jeunes puissent un jour et tous les jours s'exprimer, dire n'importe quoi, mais qu'ils soient corrigés et repris. Malheureusement, moi je vois ce n'est jamais le cas. Merci beaucoup. Oui, merci de tous ces apports. Mais pour moi, c'est clairement le cœur de la laïcité, ça. Pour le dire différemment, les jeunes en particulier, je pense qu'ils ont besoin de se projeter dans un modèle de société. Ils ont besoin de savoir vers où ils veulent aller. Qu'est-ce qu'ils ont devant eux aujourd'hui? En gros, je vais être très caricatural, hein, ils ont 3 choix. Ils ont un modèle ultra-libéral américain. Bon, je ne vais même pas faire la description parce qu'on voit un peu les extrémités, les extrêmes auxquels ils aboutissent.
je fais une petite parenthèse sur les migrants, tiens, entre parenthèses là-dessus, sur le modèle libéral. L'Union européenne est une union économique, pas politique. Il y avait un texte qui était un peu politique dans l'Union européenne, c'était Schengen, qui disait qu'on avait une frontière extérieure et qu'à l'intérieur, on pouvait se balader comme on voulait. Jusque-là, on dit, bah ouais, c'est logique que ce soit un pilier politique, parce qu'effectivement, en gros, c'est la cité, quoi. Et donc, on peut se balader dedans. Bon. Et puis sont arrivés, entre guillemets, les problèmes des migrants, et il y a eu des accords à Dublin. Et ils ont dit quoi, les accords du Dublin ? Ils ont dit, bah, quand un pays reçoit des migrants, il les garde, ils se démerdent avec. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de se balader en Europe. C'est-à-dire qu'un des rares trucs politiques qu'on avait fait en Europe, rare, hein, c'était, ça a volé en éclats par rapport à ça. Ça tient plus debout. Alors comment voulez-vous qu'on adhère à un modèle économique quand on est immigré, quand on est de couleur et quand on voit la façon dont on traite la différence entre les gens, comment voulez-vous qu'on adhère à ce modèle-là, dit de liberté, n'importe quoi. Bon, je parle même pas des effets du libéralisme en Afrique que je connais un peu, mais tout ça c'est aberrant. Donc ce modèle de société que beaucoup de jeunes n'en veuillent pas, personnellement, je parle en mon nom, je peux le comprendre. Ensuite, ils ont un deuxième modèle de société, c'est le modèle religieux, qui peut être musulman, qui a été chrétien pendant des dizaines d'années, puis qui est sécurisant, hein. C'est très sécurisant, parce que vous êtes dans une communauté, on se sent bien, on se sent chez soi, et puis on se réfère à l'histoire, et puis on vous explique qu'il y a des choses plus loin, après la mort en plus, c'est encore plus fort. Donc tout ça, donc c'est attirant. Et puis c'est le deuxième modèle. Et puis il y a un troisième modèle, c'est le modèle laïque d'organisation de société, dans lequel on dit, ben on pense d'abord, et là c'est vraiment la dimension philosophique, hein, on pense d'abord que le plus important, c'est les quelques dizaines d'années de vie que vous allez vivre. Et ça, c'est la philosophie de la troisième voie laïque, en quelque sorte. C'est l'idée de dire les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Ça veut dire qu'ils naissent, ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien. Ils demeurent libres et égaux en droit pendant toute leur vie. On ne se soucie pas de ce qu'il y a après. Donc, c'est le cœur de la laïcité, c'est vous existez. C'est la vie qui compte. Et on organise la société sur la vie. Et il y a plein de démarches philosophiques qui sont derrière ça. L'existentialisme, par exemple, hein, Sartre. L'existence précède l'essence. J'existe avant de demander d'où je viens. D'accord ? Ça, c'est totalement laïque. C'est totalement j'existe d'abord. Et la société laïque, ce troisième modèle, il repose sur l'idée qu'on organise la société sur le fait qu'on existe. Et que c'est ça qui préside à tout. Et qu'on a le droit, par ailleurs, de penser ce qu'on veut. Par exemple, si je le compare au deuxième modèle religieux, on a le droit de penser qu'il y a une vie avant, qu'il y a une vie après, qu'on se réincarne, qu'on se réincarne pas. Tout ça, on peut penser ce qu'on veut. Mais c'est pas ça qui est un principe d'organisation de la cité. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que aujourd'hui, le libéralisme, qui est extrêmement fort, utilise beaucoup le modèle, pour démolir le modèle religieux, des caricatures qui, quelque part, pénalisent les gens qui font de la religion tranquillement. Mais quelque part, il y a quand même, à un moment donné, ce choix entre trois formes de société. Et clairement, moi, personnellement, je ne suis pas en faveur de la société libérale, c'est clair, c'est mon point de vue, hein. Je ne suis pas en faveur d'une société religieuse, parce que je crois que si on faisait un compte approximatif du nombre de morts des religions, quelle qu'elle soit, hein, ça serait probablement difficile de les séparer des politiques, hein, mais tellement apocalyptique qu'on n'en parle même plus. Mais je pense que le modèle de laïcité, il reste encore drôlement à construire, quoi, parce qu'on n'y est pas encore. Et que ça nécessite de repenser par les fondamentaux, par l'universel, par tout ce qu'on a dit un petit peu dans la... Et qu'on arrête de penser la laïcité comme étant à quoi les religions ont le droit. Tant qu'on continue à prendre le problème comme ça, on n'avance pas, quoi. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois le sujet. Je voulais réagir à ce que nous disait monsieur dans le public, parce que je trouve que c'est important d'intervenir auprès des enfants et des jeunes de manière générale et de tout le monde en particulier, finalement, puisque on ne dit pas assez ce qu'on fait pour faire passer la laïcité, pour expliquer ce que c'est. Alors ici, l'association qui organise cette émission une fois par mois, Parlons Laïcité, déjà, je rappelle que cette émission est ouverte à tous, enfants, jeunes, adultes,
retraités, qu'importe. Et qu'on a déjà fait des émissions spécifiques pour les enfants. On avait fait il y a quelque temps une émission qui s'appelle Laïcité expliquée aux enfants. On intervient, hors de ce cadre de l'émission, régulièrement dans des établissements scolaires, notamment dans des collèges où on est invité pour parler auprès des publics. Pas plus tard que lundi de cette semaine, j'étais dans un centre éducatif renforcé pour expliquer la laïcité à des mineurs sous main de justice de 16 à 18 ans qui avaient été condamnés par la loi, qui étaient dans un centre pour se affermir. On a multiples modalités. On a ce groupe d'échange lecture laïcité qui se réunit tous les lundis de 14h à 16h et on lit des articles de presse et des livres à voix haute. Et on commente, et on discute, et on échange, parce qu'effectivement, c'est un sujet ô combien important et ô combien essentiel. C'est tout un tas d'outils que met en place. Nous, on est une simple petite association qui faisons ça à son échelle, et on continue à le faire. Et si on est sollicité pour à participer ailleurs avec d'autres, c'est avec grand plaisir qu'on répond aux mieux présence pour participer à ça. Donc ça, c'est quand même des données importantes parce que nous, on fait, l'éducation nationale fait aussi des choses. Il y a aussi des formations laïcité qui se passent. Il y a ces formations valeurs de la République et laïcité. Je suis moi-même formateur de formateurs où on forme aussi les adultes, car il y a besoin de former également les adultes à ça parce que ce n'est pas toujours bien compris. Et voilà. Bon, il y a des choses... hélas, qui sont pas assez faites, il y a des choses faites, il faut encore aller plus loin, ça c'est une vérité, ne serait-ce que pour éviter la sphère médiatique qui nous abreuve de définitions parfois fallacieuses de la laïcité et qu'il faut pouvoir avoir les éléments justement pour tordre le cou parfois à ces discours parfois haineux, parfois insultants, parfois ridicules, qu'il faut pouvoir remettre en perspective. Voilà, et de savoir aussi pourquoi, quel est le jeu aussi de ces personnes à vouloir tourner, cibler une religion et une autre à d'autres époques du temps. Voilà, est-ce que c'est pas finalement cet anathème qu'on citait tout à l'heure qui est voulu être lancé pour la laïcité, justement parce qu'ils ont un autre projet de société, qui n'est pas laïque, justement, pour pouvoir faire pression et détruire justement cet acquis. Parce que ce que donne la laïcité, c'est la liberté de culte. Pas de religion, mais liberté de culte. Sans la laïcité, on n'aurait pas cette liberté de culte. La liberté de culte, c'est pas la tolérance. La tolérance, on l'a évoqué, on a eu un roi sous l'Ancien Régime qui a mis l'édit de Nantes en place. Un édit de tolérance religieuse. Il dit, bon, les huguenots, comme on les appelait à l'époque, les protestants, par rapport aux catholiques, on les tolérait. Voilà, c'était Henri IV qui avait proposé ça. Mais cet édit de tolérance, il était révoqué par son petit-fils, un certain Louis XIV, qui a dit oh, on révoque non, on n'en veut plus des huguenots, des protestants. Et ils ont dû partir, et notamment en Angleterre, ailleurs. Donc c'était autre chose. Vous voyez que la tolérance, ça a aussi ses limites. Et ça n'entraîne pas obligatoirement l'empêchement d'une religion officielle. La laïcité, c'est ça. L'État, il est neutre. Il ne se positionne pas. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, de penser absolument ce qu'il veut. Et c'est ça la puissance de cette liberté. Encore une fois, seule liberté absolue que nous avons. On ne peut pas être dans notre tête pour penser à notre place. Donc voilà. Et donc, bien sûr que cette liberté de conscience, une fois qu'on l'a mis dans la loi, qu'on l'assure, on met les moyens pour l'assurer. La liberté d'expression, il faudra la limiter de toute façon. Si dans sa liberté de conscience, la personne est raciste, on ne peut pas l'empêcher d'être raciste, on peut essayer de l'éduquer, mais on ne peut pas l'empêcher de penser ce qu'elle veut. Par contre, on va pouvoir lui dire, liberté d'expression, non, tu n'exprimes pas de propos racistes. Interdit par la loi, et on le condamne. Et si c'est son culte d'être raciste, on va l'éviter. Donc moi, je ne suis pas d'accord quand on dit on va donner la même liberté d'expression à tous les cultes. Parce que ça veut dire que la personne qui a ces convictions-là aurait la possibilité, la jouissance de les dire de la même façon. Et il faudra avoir cette nuance là-dessus. Voilà. Je ne suis pas fan du modèle états-unien où tout peut être dit au motif de la liberté d'expression. Voilà. Qui peut avoir aussi ses dérives. Et on va avoir des groupes comme le Ku Klux Klan et d'autres groupes qui vont pouvoir exister et ne pas pouvoir être interdits par la loi parce que justement, on se réfère à cette liberté d'expression. Donc attention, liberté d'expression, à mon sens,
Elle doit être relative. Je suis globalement d'accord, pas tout à fait jusqu'au bout, je vais pas être long. Hein. Je pense que il n'y a aucune raison d'accorder une liberté d'expression différente à un culte et à un autre. La liberté d'expression, c'est la même pour tout le monde et c'est la loi qui la définit, que ce soit un culte, une religion ou une association de joueurs de boules de pétanque. On a le droit d'exprimer ça et pas ça. Voilà, point. Et je suis opposé à l'idée qu'il devrait y avoir des lois spécifiques sur les droits des religions au sens classique du terme. Il devrait y avoir des lois qui s'appliquent, comme on le disait tout à l'heure sur les vêtements, de manière universelle, indépendamment de la nature, entre guillemets, religieuse au sens traditionnel du terme que vous avez tous dans la tête, de ce à quoi elle s'applique. Moi, c'est mon point de vue. Pas de raison de faire une différence entre une association religieuse, appelons-la comme ça, et une autre association. La loi est la même pour tout le monde. Moi, c'est mon point de vue. Tout à l'heure, tu avais parlé de 3 modèles spécifiques que nous, les jeunes, on avait le choix de suivre. Selon toi, quel est le modèle que nous, on doit suivre et en quoi ça va changer quelque chose pour la société? Évidemment, moi, je suis partisan du modèle laïque, du 3e. Pourquoi ? Ce qui compte, c'est d'être heureux dans la vie. Je pense que le modèle libéral, la majorité des gens ne sont pas heureux. Passer son temps à dire qu'on est heureux quand on est comme Elon Musk ou comme Bill Gates, ça veut dire qu'on frustre 99,99. Bref, c'est complètement débile. Donc c'est un modèle de frustration permanente. C'est un modèle où, par construction, on donne faim aux gens pour qu'ils achètent, qu'ils consomment. Et je ne pense pas que l'harmonie, l'équilibre, le bonheur, ce soit là-dedans. Voilà, pour faire simple, tu vois. Donc je ne crois pas que ce modèle soit un modèle dans lequel on vit heureux. D'ailleurs, je crois que même Elon Musk, il ne veut pas être heureux là-dedans, mais c'est un autre débat. Ensuite, je pense que le modèle religieux, appelons-le comme ça, hein, le 2e, il ne permet pas l'épanouissement vraiment de chacun. Il permet de faire croire dans un communautarisme particulier, tu vois, que en gros, demain, on rase gratis, on sera bien demain. En tout cas, je connais mieux par naissance, hein, je suis né comme ça, j'ai pas choisi. Hein. Je connais mieux l'enseignement catholique. Je suis profondément athée, hein, mais je connais mieux l'éducation catholique que l'éducation musulmane ou juive, mais je connais quand même assez bien les autres, parce que je connais pas mal de gens. Mais parlons de la catholique que je connais assez bien. On passe en gros ton temps à t'expliquer que t'en baves, mais plus tard, ça sera bien. Donc passer une vie à se dire j'en bave, mais demain, ça sera bien. Est-ce que tu es heureux pendant toute ta vie parce que t'en baves ? Tu vois, c'est un peu ça quand même. Hein. Ouais, d'accord, c'est pas marrant, je peux pas faire ce que je veux, bref, j'ai des frustrations permanentes au titre du fait que demain, dans une autre vie, je serai heureux. Je pense pas que ce soit un modèle qui permette de passer une vie heureuse. Je pense qu'un modèle laïque, en tout cas dans son principe, mais même dans son application, il permet des relations avec des gens, hein, la relation avec l'autre, c'est fondamental dans le même laïque. Il permet d'essayer de construire une société où on existe et où on est le mieux possible ensemble, dans notre diversité. Je pense que c'est là qu'on vit le mieux. C'est là qu'on est le plus heureux, tu vois, dans les échanges qu'on a, dans l'équilibre personnel qu'on a. Donc moi, je suis en faveur de ce 3e modèle, parce que il va, à mon avis, plus vers le sens du bonheur individuel et collectif. Nettement plus que les 2 autres. Donc je suis vraiment beaucoup plus partisan de celui-là. Mais encore faut-il que ce soit un vrai modèle laïque et pas un modèle dont l'obsession, c'est de dire toutes les 5 minutes « je chasse tout ce qui ressemble à une religion ». Pour moi, les religions, c'est un non-événement. Point. C'est une société sur laquelle tout le monde a les mêmes droits. Point. Alors, quelques commentaires encore sur l'exposé qui a été fait. Il y a le mot laïcard qui a été prononcé. Bon, j'ai mon poil qui s'est hérissé quand j'entends ce mot. Et pourquoi il s'hérisse ? Parce que il a été popularisé par Charles Maurras. Et Charles Maurras, c'était un mec d'extrême droite qui justement attaquait les laïcs en les traitant de laïcards de manière très, très méchante et comme une insulte. Voilà. Parce que laïcard, c'est cette notion d'être pas laïque, c'est une notion même qui va dans le laïcisme, va interdire la religion sur l'espace public. Et la laïcité, elle permet au contraire l'expression de la religion sur l'espace public. On a le droit d'avoir des signes religieux dans l'espace public, comme on a le droit d'avoir des signes politiques, comme on a le droit d'avoir des signes syndicaux dans l'espace public, dans la rue.
On a tout à fait le droit. C'est tout à fait légal, et heureusement. Parce que sinon, on ne serait plus dans une société laïque. On serait peut-être dans une société athée, sans et Dieu, sans Dieu, mais on n'est pas là dans une société athée. On est dans une société laïque. L'URSS était une société athée qui avait banni tous les aspects religieux dans l'espace public. Et donc, il est bien différente, cette notion-là. Donc, ne pas utiliser le terme laïcard, ça va sans dire. Utilisons contre les cléricaux le terme anticlérical, en réexpliquant là-dessus. Ça me paraît essentiel. La laïcité, c'est un processus. Oui, il y a eu des approches dans la Révolution française. Il y en a eu aussi dans la Commune de Paris. Et 1905 également. Et puis, on a cette loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles dans les écoles. Et tant mieux, ça avait un progrès. Parce qu'on veut quoi en disant ça? On veut la liberté de conscience des enfants. Pourquoi qu'ils n'aient pas d'influence, quelle que soit leur religion, quel que soit leur parti politique, leur syndicat. C'est un lieu, comme dirait Catherine Kinsler, de respiration démocratique, l'école. On ne va pas être sous influence puisqu'on travaille à construire sa liberté de conscience, qui est une liberté en devenir. Et donc, quand on est mineur, forcément, on est influençable. Donc, laissons la possibilité aux mineurs de pouvoir laisser tomber. Et donc, par rapport à ça, la loi 1905 n'est absolument pas une loi de compromis. C'est même juste l'inverse. C'est une loi qui s'est imposée, qui a eu 1 an de débat à l'Assemblée nationale. 1 an. Est-ce qu'on fait des lois maintenant pendant 1 an à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Peut-être pas. 1 an de débat qui ont permis de créer et de sous-peser chaque mot pour permettre justement d'éviter cette compromission qu'il permet en disant voilà, l'État, elle est laïque, sous influence d'aucune sphère religieuse quelconque. Et le sphère politique qui influence, ça sera la démocratie, justement, qui tranchera la question. Ça sera la dictature de la majorité, qu'on dit, au moment des élections. Attention aussi sur la notion des vêtements et des tenues vestimentaires. Est-ce qu'il faudra avoir une liste de vêtements interdits? Le débat s'est déjà fait en 1905. Et c'était sur la soutane. Est-ce qu'on va autoriser les prêtres à porter la soutane en public? On dit, non, si on commence à interdire la soutane, on va avoir un autre vêtement qui va apparaître et qui va être là-dessus autorisé et qui reconnaîtra inéluctablement les prêtres tels qu'ils sont. Donc non. Aristide Briand disait « Je suis pas pour le port de la soutane, même pour les prêtres. » Intéressant dans cette approche. Donc si on fait une liste des signes religieux, on va forcément en oublier. Surtout qu'on peut en créer. Les pastafariens, j'aime bien en parler d'eux, portent une passoire sur la tête comme signe religieux. C'est-à-dire qu'on devrait interdire toutes les passoires. Et si on ne le met pas sur la liste des signes religieux interdits à l'école, ça veut dire que si des élèves viennent avec une passoire sur la tête, on dira qu'ils sont pastafariens. Vous voyez, on va loin. Donc, n'importe quel objet peut être, ou symbole peut être, un signe religieux par destination. Et heureusement qu'on ne va pas faire une liste exhaustive, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et on aura là un interdit absolu de quelques religions. Pourquoi quelques religions? Est-ce qu'on a essayé de comptabiliser les religions qu'il y a en France? Eh bien oui, le ministère de l'Intérieur l'a fait. Aujourd'hui, elle en comptabilise plus de 3000. 3000 religions en France, aujourd'hui comptabilisées par les pouvoirs publics. On est loin des 3, 4 ou 5 qu'on évoquait pendant l'exposé. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu un delta là-dessus. Et que finalement, cette laïcité, elle nous aide justement pour garder cette liberté de conscience et d'être libre de croire, de ne pas croire, de créer des religions. Les gens créent des religions, créent des croyances. Donc ça aussi, c'est cette logique-là qui est ô combien importante à mettre en place. Donc, et puis se dire, finalement, cette loi 1905 a dit, ah bah oui, toutes les églises et autres bâtiments du culte créés avant 1905 ne deviennent pas n'importe quoi, deviennent propriété de l'État. Et bien, il y avait une mosquée dans le lot. Et il y avait une mosquée, elle était où? Elle a été à Saint-Denis de la Réunion. Donc, preuve que c'est pas un édifice particulier qui était ciblé, mais bien l'ensemble
des édifices, même si c'est anecdotique. Oui, il n'y avait qu'une mosquée. C'était pas une religion très présente sur le territoire à l'époque de 1905 que la religion islamique. Mais qu'importe. Les pastafariens n'ont eu aucun de leurs édifices religieux qui a été mis parce qu'il n'existait pas à l'époque. Donc voilà un petit peu quelques notions que je voulais évoquer. Alors, juste quelques petites réactions. Laïcard, dont acte, mais je crois que je l'ai employé pour indiquer qu'au 19e siècle, il y avait eu des oppositions entre les laïcards et les cléricaux, sauf erreur. Donc c'était bien les laïcards de l'époque qui... Alors si je ne l'ai pas employé dans ce contexte-là, dont acte. Mais on aurait pu dire anticléricaux si c'était plus large, je suis d'accord. Sur les signes publics, là je ne suis pas d'accord. Si, il y a des signes qui sont interdits, des signes ostentatoires dans le domaine public. On ne peut pas se balader avec une croix gammée, et heureusement. Et heureusement. Donc il y a des signes qui sont interdits. Mais il y a la loi qui quelque part définit ça et dit quels sont les signes qui sont ou qui ne sont pas. Et on ne peut pas se contenter d'une loi vague qui dise les signes de religion sont ou pas autorisés. Ça doit se référer à des associations avec des objets et des raisons pour lesquelles on interdit le signe d'appartenance à l'association. On peut d'ailleurs interdire l'association elle-même. Donc tout ça, c'est la loi, rien que la loi, toute la loi. Et moi, je reviens sur ce réflexe-là qui est de dire il faut raisonner par rapport à la loi, y compris dans l'interdiction de signes dans le domaine public, et pas autre chose. 2004, oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, hein, c'est très bien la loi sur les signes religieux dans les écoles. Sauf que il y a, alors j'ai les chiffres quelque part, mais je ne vais pas les sortir, le nombre d'élèves qui sont dans des écoles dites sous contrat, dans lesquelles il y a des signes religieux, clairement, aujourd'hui, ne répondent pas à cette attente de la loi. Rien que la loi, toute la loi. Donc il n'y a qu'à l'appliquer, il n'y a qu'à aller jusque-là. Mais sauf que ça pose le problème de l'école sous contrat. On n'a pas été au bout. Et tout ça, ça vient quand même, je ne remets pas le couvert, du début du XXe siècle. Sur Jaurès, le compromis, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est quand même Jaurès. Donc voilà. Et je pense qu'il a raison. Et à l'époque, c'était difficile de le faire autrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un an de débat. On sortait d'un an dans lequel il y avait une remontée en puissance de l'Église catholique et dans lequel, évidemment, pour pouvoir avancer, il fallait se mettre d'accord avec eux en leur laissant un certain nombre d'atouts. Et je persiste et signe qu'il est incompréhensible pour quelqu'un qui prend 300 mètres de recul que les églises, centres du village, bâtiments publics, nationalisés dans la Révolution et pas en 1905, ne soient pas des bâtiments publics aujourd'hui. Et ça, c'est le résultat des négociations après 1905. Non, le débat a été tranché. Il n'est pas aussi, comment dirais-je, tranché, entre guillemets, que ça. C'est un bâtiment public avec une obligation. Les travaux de réfection sont obligatoires. C'est ce qu'on appelle dans les budgets une inscription obligatoire. C'est-à-dire le toit de l'église, le toit du temple, le toit de la mosquée de Saint-Denis de la Réunion, s'il tombe, c'est au maire de Saint-Denis de la Réunion de le faire. Et on peut tout faire dedans. Si vous avez envie de faire un marché de Noël à l'intérieur, vous demandez l'autorisation. Ça date de 15 jours. Il y a un concert qui s'est tenu à la cathédrale de Metz. C'était un concert public. C'est un concert public, oui. Donc c'est bien, on peut avoir une utilisation publique. Non mais je suis tout à fait d'accord. En fait, les bâtiments sont bien la propriété de l'État. Ce sont nos impôts publics de l'ensemble des contribuables qui en financent l'entretien. Oui, ici, avant 1905, pas ceux qui sont construits. Mais enfin, sur 36 000 communes, on doit être à peu près sur 35 000 à peu près, par rapport au temple à la mosquée dont tu parlais tout à l'heure, il y a une mosquée, il y a 36 000 communes, donc il doit y avoir quelque chose comme 30-35 000 églises en France. Bon, ok, donc dans tact. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que sur la partie utilisation des églises, ils en ont un droit d'utilisation exclusif. Ils peuvent donner l'autorisation à des activités extérieures à l'exercice de leur culte, mais ils peuvent aussi la refuser, parce qu'ils en ont l'utilisation exclusive pour des bâtiments qui sont publics, nationalisés depuis 2 siècles et dont nous payons l'entretien. Expliquez ça à des Américains en disant qu'on a le modèle de laïcité. Bon courage. Bien, on va s'arrêter ici. On peut applaudir notre intervenant pour tout cela. Je crois qu'on aura bien compris que la laïcité n'est pas la religion de la République. Mais on pourra continuer le débat dans de futures émissions.
D'ailleurs, nous vous invitons à la prochaine émission qui aura lieu le 5 janvier 2023 déjà, et oui, l'année passe, de 17h à 19h. On aura Thierry Mesny qui va venir nous parler de laïcité et de l'histoire de la pensée libre. Donc vous êtes cordialement invités et n'hésitez pas à revenir. Merci à tout le monde, merci à nos réalisateurs favoris de l'émission, merci à Dominique qui a introduit le débat, merci à notre public chaleureux, et donc on se retrouve le 5 janvier. À bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.